Voilà, monsieur, bonsoir. Merci d'être des nôtres ce soir pour regarder cette autre édition de Table sur Table, 21h, 23h. Désolé pour le léger retard, on va tout de suite partir pour les thèmes au menu, gouvernance et démocratie, la longue marche, pour évidemment interroger notre mécanisme démocratique qui c'est peut-être notre manière de gouvernance. On va également parler des droits de l'homme. Philippe Ndanga souffle des droits humains, soit. Peur sur les libertés, on en parlera avec 4 panélistes. J'ai déjà dévoilé l'un d'entre eux. Philippe Ndanga, bonsoir. Bonsoir. Et salut à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Salut à toute la jeunesse. C'est avec plaisir que je vais essayer d'apporter des contributions à la société civile au débat de ce jour. Coordonnateur national de Un Monde à venir. Il y a également le docteur Vincent de Paul Kamga Tengo, bonsoir. Bonsoir Monsieur Dipita, merci pour votre invitation. Heureux de vous retrouver sur ce plateau pour ce retour. Merci infiniment de votre présence. Serge-Henri Kelbé, bonsoir. Bonsoir Monsieur Tongo. Que devrais-je dire, un retour après... Oui, enfin, de toute façon, c'est un plaisir de renouer avec la maison. Ça fait un bon bout que je n'ai pas été dans votre studio. Absolument. Et c'est toujours un plaisir. Et je suis très honoré d'être là. Merci de vos disponibilités. Puis enfin, Charles Dikam, bonsoir. Bonsoir Monsieur Dipita Tongo, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir aux très nombreux téléspectateurs de la STV. Dans le premier, on va donc faire ce débat sur la démocratie et la gouvernance au Cameroun en mettant en avant les défis et les avancées en matière de transparence, de droits de l'homme et de participation politique. C'est juste derrière la transition. Alors, cher monsieur, si on va donc dans le fond du débat de ce soir, peut-être on va commencer par une actualité récente, avant d'y entrer. Cet appel, puisque ça nous tombe dessus, ce communiqué lu sur les médias publics, la radio et la télévision, du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, qui, en résumé tout à l'heure, a rappelé aux initiateurs de 2 plateformes qui mettent autour de leurs activités un certain nombre de partis politiques et d'associations de la société civile pour se mobiliser afin de participer aux élections de l'année prochaine. Paul Atangandi rappelle donc que l'APC, l'Alliance pour le changement, et l'ATP, l'Alliance pour une transition politique, ne sont pas des partis politiques légalisés, donc devraient cesser toute activité. De même, il condamne d'une certaine façon l'honorable Jean-Michel Nitieux qui a pris l'initiative de se retrouver à Kondengui pour rencontrer M. Ayop Tabé qui, comme vous le savez, a été condamné par la justice camerounaise pour fait de terrorisme, entre autres. Peut-être un premier commentaire dans la lignée de notre premier thème. Ce soir, c'est Jean-Henri Kelbé, je commence par vous. Écoutez, Monsieur Dipita Tongo, je suis très honoré que vous me passiez la parole en plein sur ce sujet, étant donné qu'il s'agit d'un camarade de parti. Le ministre Paul Atangandi est quand même un membre très important dans le RDPC, que je représente ici ce soir. Je dirais tout simplement que votre question, justement, a 2 volets. Le premier volet, c'est le point de vue qu'il donne en ce qui concerne le regroupement de certaines familles politiques autour d'une appellation, que ce soit l'ATP ou alors l'APC. Sur ce point, je dirais que le ministre Paul Atangandi n'est-ce pas, est dans son rôle. Il est dans son rôle de ministre de l'administration territoriale qui est chargé de l'autorisation et de l'encadrement des partis politiques. Et à cet effet, il estime, selon lui, que ces regroupements ne sont pas fondés, c'est-à-dire n'ont pas un droit légal d'existence, étant donné qu'ils n'ont pas un agrément ou une autorisation. Alors, à cet effet, moi, je pense tout simplement que le ministre de l'administration territoriale se marche un peu dessus,
dans la mesure où les élections précédentes, on a quand même eu des organisations, je ne peux pas dire fictives, mais des organisations, des regroupements, je peux les appeler ainsi, de certains partis politiques autour de certaines personnes fortes. Par exemple, dans la majorité présidentielle du président de la République, son Excellence Paul Biya, nous avons eu un regroupement de certains partis qui ont soutenu l'action du chef de l'État. Je pense qu'il est aussi de même et acceptable que l'opposition puisse se regrouper autour d'une force ou d'une personne. Cela, en principe, ne devait souffrir de rien. Tout à l'heure, quand nous parlerons peut-être de la démocratie, de la gouvernance de la démocratie, nous allons entrer en profondeur. Mais maintenant, en ce qui concerne le second volet, la visite de l'honorable Jean-Michel Nitieux à Sésékou Ayuk-Tabé à Kondengui, il faut déjà connaître en quelle qualité l'honorable est allé voir M. Sésékou à Kondengui. Est-ce qu'il allait rendre visite à un ami, comme moi je vais rendre visite à certains de mes tontons qui sont de ce côté-là, ou alors il est parti en tant qu'homme politique qui apporte quelle solution? Il a quel mandat? Je pense que sur cette affaire, sur cet aspect-là, le ministre de l'administration territoriale a raison d'interpeller quand même l'honorable Jean-Michel Nitieux sur ce genre d'initiative privée. Parce que je ne sais même pas s'il est mandaté par son parti, le FCC, étant donné qu'il n'est plus dans le SDF. C'est vrai qu'il est député, c'est un élu de la nation, mais je ne sais pas s'il se positionne déjà comme un futur membre du gouvernement, je parle de l'honorable Jean-Michel Nitieux, ou alors il est sûr que la coalition qu'il regroupe va arriver au pouvoir et va pouvoir négocier, parce qu'il n'a rien à offrir à M. Sésékou Ayuk-Tabé. Il n'est mandaté par personne, c'est pas lui l'État, et en allant négocier, il faut avoir des arguments qu'on pose sur la table. Donc, sur ce plan-là, je pense que le ministre pour la Tanganyika, quand même, a raison d'interpeller des Camerounais qui se livrent, n'est-ce pas, à ce genre d'excès. Parce que moi, je trouve que c'est un peu excessif. S'il allait le voir en tant qu'homme politique qui lui fait des propositions sur l'avenir du Cameroun, parce que, il peut ne plus être député lui-même demain, donc ça sera un flop sur ce qu'il aura promis à Sésékou Ayuk-Tabé. 2, la force qu'il mène peut ne pas gagner les élections demain, c'est un peu prématuré pour lui, s'il allait là-bas en tant qu'homme politique, mais s'il est là-bas là, en tant qu'un simple citoyen, qui allait rendre visite à un individu à qui on apporte un peu une compassion, moi je trouve que bon, j'ai pas de problème là-dessus. D'accord. Je voudrais ajouter à cette actualité que l'honorable Jean-Michel Nitieux n'a pas perdu de temps. Il a répondu tout à l'heure dans une autre pour rappeler effectivement que ces quelques éléments que vous avez apportés. La coalition G20 qui a soutenu le président Biya en 2018, qui a d'ailleurs pu voir l'arrivée du ministre Momo au gouvernement. Donc Jean-Michel Nitieux est en désaccord donc, avec cette sortie du ministre Tangadi, Charles Dikam, votre première prise de parole, notamment sur cette actualité. Bon, alors, j'ai cru entendre tout à l'heure que le ministre était dans son rôle. Son rôle n'est pas d'interpréter la loi, mais de la faire respecter. Et je pense qu'au-delà de ses compétences, dont je précise, je doute fortement, il a au sein de son ministère suffisamment de gens outillés pour lui disséquer ce qu'est la loi. Mais si on met cet aspect de la loi de côté, je relève tout à l'heure qu'il y a eu une association, pour ne citer que celle-là, qui s'appelait le G20, dont il était lui-même un des précurseurs. Si Paul Atangandi peut être précurseur de quelque chose au Cameroun, ça veut dire que tous les Camerounais peuvent être précurseurs de quelque chose, parce qu'il n'a pas inventé le fil à couper le beurre, ce monsieur. C'est pas parce qu'on bénéficie d'un décret qu'on peut se permettre de sortir à tout va, parler aux Camerounais n'importe comment. Il va falloir que ce monsieur apprenne à respecter les Camerounais. Et pour ma part, il manque énormément de respect. Et j'ai tendance à me poser des questions, m'interroger sur son éducation. Mais comme ça n'est pas moi qui l'ai mis où il est, et qu'il est de coutume qu'on aille prendre des gens au quartier, parce que c'est ce que votre régime fait. On prend tout et n'importe quoi, un mélange de briques et de blocs. C'est assez grave. C'est assez grave ce qui arrive. Il ne faut vraiment pas le prendre avec le sourire parce que nous sommes dans un état en pleine déliquescence. Et il est des signaux que nous ne devons plus accepter. Et qu'un ministre
de l'administration territoriale, tout un ministre de l'administration territoriale, du gouvernement de M. Biya, sorte pour dire autant d'inepties, je veux dire, il y a un problème. Alors, où il n'a rien à faire, il s'ennuie, il veut se faire remarquer. Bon, la preuve, ça fait 10 minutes qu'on parle de lui, mais ça ira très vite aux oubliettes, parce qu'il ne peut aller nulle part avec. La jurisprudence est certaine et abondante. Première des choses. Deuxième des choses, je pense que sur le second aspect, il est lui-même encore en cause. Ou bien, ah non, c'est vrai que maintenant, l'administration pénitentiaire revient au ministère de la Justice. Bien, il a un collègue qui est ministre d'État, qui est même son patron. Il n'a qu'à aller le voir. Je pense qu'Ayoub Tabé, condamné, a le droit de recevoir qui il veut. Et quiconque veut lui rendre visite doit pouvoir le faire. Sauf si, et ça je l'ignore, il serait sujet à des restrictions, ce qui ne me semble pas être le cas. Je rappelle à M. Paul Atangandi également que lorsque ce sont certains de ses camarades, bien qui s'opposent entre eux, qui viennent prendre Ayoub Tabé la nuit pour aller discuter au Mont-Fébé, même si ça a échoué, on ne l'entend pas. Je m'interroge surtout fortement sur, comment dirais-je, qui est à la tête de ce train. Bon, je ne vais même pas regarder la locomotive, mais juste ce qui suit après, celui qu'on appelle premier des ministres, celui dont on écrit le nom en premier sur la liste des ministres. Comment se fait-il que ce genre de sorties peuvent avoir lieu hors contrôle? En même temps, c'est facile de le dire comme ça, on a bien un Premier ministre, non? Il y a un Premier ministre, mais il est où? Il est là. Ouais, d'accord. À l'immeuble Étoile. D'accord, ok, très bien. Donc on le loge et c'est tout, quoi. On attend rien de lui. Il travaille. Ouais, bah, écoutez, je ne sais pas si vous envoyez les fruits, moi je les vois pas. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'avec ce même élément, il a un problème. Bon, c'est un élément manifestement incontrôlable, comme beaucoup de membres du gouvernement aujourd'hui. Donc tout ça, ça n'est que, comment dirais-je, dans le cheminement normal, enfin normal, anormal, que prennent les choses dans notre pays depuis un certain nombre de mois, un certain nombre d'anomalies qu'on constate de jour en jour. Et on dirait qu'ils sont dans un challenge à celui qui va faire pire. Parce que vraiment, entre lui et sa camarade qui demande qu'est-ce qu'il y avait avant, même si elle est ma jeune sœur, je pense quand même qu'elle avait les yeux ouverts il y a 20 ou 30 ans, on dirait qu'ils font exprès, ils donnent le bâton pour qu'on leur tape dessus. Donc, bientôt on n'aura plus à argumenter, hein, lors des futurs meetings et autres, ils auront fait la part du boulot qui nous convient tout à fait. Mais qui continue. Vincent de Paul. Merci, M. Zipita. Je pense qu'ici, les copanélistes ont assez argumenté pour expliquer un peu, pour planter un petit peu le décor. Mais je pense que nous faisons face ici à un vide juridique très grave. Est-ce que dans notre pays, il est nécessaire pour des personnes qui appartiennent à des organisations légalement reconnues de devoir se constituer en groupe pour mener une activité dans un but qui est purement ad hoc, de devoir aller solliciter encore un autre agrément pour pouvoir concrétiser cet objectif? Expliquer aux téléspectateurs ad hoc, ça veut dire qu'une fois ce but atteint, c'est ça. Voilà. Le regroupement se disloque. Donc, je pense qu'il y a un vide juridique, peut-être exploité par ceux qui constituent le groupe, peut-être exploité par ceux qui ne voudraient pas que le groupe puisse exister. Mais, comme l'a dit M. Dikam, il y a une jurisprudence qui est, on peut appeler ça une jurisprudence, qui est assez fournie en la matière. La première, ça concerne même la manière dont notre gouvernement est constitué. Il y a des personnalités qui appartiennent à notre gouvernement, mais qui sont dans une coalition avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et je ne pense pas que cette coalition ait eu besoin d'avoir un agrément du ministère de l'administration territoriale pour pouvoir se constituer et ainsi parvenir à des postes de responsabilité au niveau de l'État. Et on a bien sûr cité le cas du G20 en 2018, qui était constitué d'un certain nombre de partis politiques, donc légalisés. Et ces partis politiques-là, je ne pense pas qu'ils aient eu besoin d'avoir un agrément pour pouvoir se constituer ainsi dans le but de soutenir le président Paul Biya. Et ce soutien d'ailleurs a eu des retombées. Et ces retombées-là, c'était qu'il y a eu un membre de ce G20 qui se retrouvait membre du gouvernement. Donc, je pense que PCA. Voilà. Je pense que le ministre de l'administration territoriale aurait dû prendre un certain nombre de garde-fous pour pouvoir s'éviter ainsi une sorte de lynchage qui évidemment va arriver, mais qui va contribuer énormément à discréditer la manière dont son administration mène
ses activités au quotidien. Il ne faut pas oublier que c'est le ministère qui est en charge de la préfectorale. Et quand le chef d'une administration centrale pareille est en incapacité de prendre un certain nombre, comme je l'ai dit, de garde-fous, cela impacte même sur la manière dont les membres de la préfectorale sur le terrain, les gouverneurs, préfets et sous-préfets, peuvent mener leurs activités parce qu'ils sont en contact direct avec toutes ces organisations politiques-là. Et l'État ne peut pas se permettre, face à des acteurs pareils, d'avoir un double discours. C'est-à-dire qu'il y a le chef qui dit quelque chose, et puis il y a les personnes sur le terrain qui disent autre chose. Maintenant, concernant M. Sisikou Ayuk Tabé... Avant peut-être d'y aller, vous parlez d'un vide juridique, mais je veux dire que si tant il est qu'il y a vide juridique, il y a quand même une jurisprudence, il y aurait quand même une jurisprudence. Tout à fait. Il y a une jurisprudence parce que, au préalable, les membres du gouvernement actuel ont décidé qu'ils pouvaient constituer des coalitions sans que ces coalitions-là aient besoin d'avoir un agrément. Okay. Et ça constitue donc un préalable qui peut inspirer les autres formations politiques, notamment de l'opposition. Et il ne faut pas aussi perdre de vue que la question de la licité des objectifs de ces coalitions-là se pose. Tant que la licité est en conformité avec la loi de notre pays, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il serait nécessaire de devoir les interdire. Surtout que ce sont des organisations qui sont constituées de partis politiques et d'associations de la société civile et tout, qui ont des agréments, donc qui sont reconnus par l'État, dont les leaders sont reconnus et qui mènent des activités au quotidien. Donc, comme je disais, pour venir sur le cas de M. Sisikou Ayuk Tabé, nous sommes dans un pays qui a, on va dire, connu un certain nombre d'avancées sur le plan du droit des prisonniers. Et parmi ces droits-là, il y a bien sûr le droit aux visites. On a vécu des cas où des personnes pouvaient rendre visite à des prisonniers qu'on pouvait considérer comme étant des parias de la République. Je ne vais pas citer les noms ici. Que ce soit pour mener des interviews ou bien pour réaliser des ouvrages biographiques. Vous fêtez des anniversaires. Je ne vais pas jusque-là. Donc, si Sisikou Ayuk Tabé, qui aujourd'hui a été reconnu coupable d'un certain nombre de faits, se retrouve dans une prison, donc sous l'autorité de l'administration pénitentiaire, et que, en tant que citoyen camerounais, il lui est garanti un certain nombre de droits, notamment celui de pouvoir recevoir des personnes, recevoir des visites, et que l'honorable Jean-Michel Nitieux lui rende visite, je ne pense pas que cela pose problème. Mais le problème est la manière dont l'honorable Jean-Michel Nitieux interprète sa visite ou bien ses relations avec Sisikou Ayuk Tabé. Et on a tendance à croire qu'il voudrait le ramener dans le jeu politique comme étant l'interface ou bien l'interlocuteur privilégié du gouvernement et de toute personnalité politique qui pourrait advenir dans la crise anglophone. Tout à fait. Or, l'option du gouvernement a été très claire. Le grand dialogue national devait avoir lieu et devait rassembler tous ceux qui devaient être là. Après le grand dialogue national, l'État a décidé que la question devait être résolue de la manière la plus forte. Ça veut dire que soit vous allez dans les camps DDR, soit vous allez devoir faire face aux forces de l'ordre. Ça, c'est l'agenda du gouvernement. Maintenant, de devoir ainsi remettre dans le jeu politique une personne qui a déjà été neutralisée dans le cadre de cette crise, neutralisée, c'est-à-dire arrêtée. On connaît tous les circonstances dans lesquelles M. Sisikou Ayuk Tabé a été arrêté, c'était pas au Cameroun, ramené ici, jugé et puis condamné. À la prison à vie. Cela peut avoir tendance à remettre en cause l'agenda qui est l'agenda du gouvernement. Alors qu'il n'a rien à lui offrir. Voilà. Il n'a rien à lui offrir. Je pense que l'approche de Pourquoi est-ce que nous n'arriverions pas plutôt à une chose? C'est que si le gouvernement avait réglé ce problème, nous ne serions pas là en train d'en parler. Nitieux n'aurait pas besoin d'y aller. Ça fait 7 ans que ça dure et que ça continue de tomber. Je pense que chacun d'entre nous qui a, tant que ça n'est pas prendre les armes aussi, bien entendu, chacun d'entre nous qui pense avoir une esquisse de solution, aujourd'hui, a le devoir
a le devoir d'essayer. A le devoir d'essayer. Vous voulez me dire que s'il s'avère qu'aujourd'hui, par extraordinaire, c'est par ce monsieur que la paix vient, on fait quoi? On a sorti Mandela de prison, pourquoi? Non, le gouvernement... Non, je vais vous prendre une petite anecdote. Philippe, peut-être fasse encore la parole. Très rapidement, dictateur, s'il te plaît. Moi, à son temps, j'ai rendu visite au professeur Edouard Titus. Je lui ai rendu visite, pas une fois. Mais je suis allé là-bas comme un parent. Mais de lui ne dépendait rien. Edouard Titus ne dépend que de lui. Je n'avais rien à lui offrir. D'accord. Oui, pourtant, il voulait sortir de prison et il a fini par sortir. Oui, mais ça, c'est intuitif. Personne n'est Edouard Titus. C'est comme ça que j'ai parlé de la qualité. L'honorable Nietzsche est allé rendre visite à Ayoub Tabé en tant qu'homme politique ou en tant qu'ami. À la différence de celui que tu viens de citer là, que son camarade a mis en prison. D'abord, il y avait des affaires d'argent en dessous. C'est un autre truc. Donc voilà, donc là on parle de politique et de l'intérêt national. Pour l'instant, à part qu'il est sorti il y a 2-3 jours, paraît-il que des gens l'auraient choisi. Mais sinon, il n'est d'aucun intérêt national pour nous. D'accord. Vous terminez et puis rapidement, voilà. Et puis en 1 minute. Donc pour terminer, je pense que M. Jean-Michel Nietzsche devrait quand même aller pas à pas et éviter donc de faire en sorte que l'agenda du gouvernement sur des questions aussi cruciales et aussi sensibles puisse être court-circuité ou bien ramené dans le jeu politicien. Ce serait très dangereux. Philippe Danga, sur la même question. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire de plus, puisque il y a l'unanimité sur, j'ai envie de dire, une sortie malheureuse du MINAT concernant sa note sur les regroupements. À ce propos, effectivement, la loi au Cameroun ne prévoit pas, n'est-ce pas, la mise en réseau d'organisations politiques ou associatives. Mais les regroupements d'organisations associatives ou politiques, n'est-ce pas, se rendent légales du fait de la légalité, ça vous l'avez remarqué, de la légalité des membres. Donc c'est pour ça que nous avons des réseaux au Cameroun. M. Atangan disait qu'il y a plein de réseaux qui existent au Cameroun, des plateformes qui existent. Il n'y a aucune loi, n'est-ce pas, qui réglemente les réseaux et les plateformes au Cameroun. Mais il y en a qui existent. Le gouvernement, le MINAT qui est en charge, n'est-ce pas, de suivre, de contrôler tout ça, sait que ça existe, les réseaux au Cameroun, qui mènent des activités. Et donc, ces réseaux sont reconnus du fait de la légalité de leurs membres. Et ça fonctionne, ça mène plein d'activités, voilà. Donc, je pense que, j'ai souvent dit qu'il mélange un peu tout, le ministre Atangan. Il a du mal à se défaire de son étoffe de militant, semble-t-il très actif du RDPC et de ministre du gouvernement. C'est bien qu'il défende de temps en temps, il fait des sorties, il se met les pédales entre l'homme, le ministre et le militant du RDPC, il menace les gens, il appelle les gens à supporter le président de la République. Voilà, il se mêle vraiment les pédales de temps en temps. Et là encore, on voit qu'il s'en prend à des gens qui se regroupent pour réfléchir comment l'espace s'investir, se déployer sur le terrain politique. C'est pas son truc. Qu'il essaie de susciter la même chose comme il a souvent fait au bénéfice du parti au pouvoir. Personne ne lui en voudra. Donc, voilà, c'est une sortie malheureuse qui ne donne pas une bonne image de notre pays, malheureusement, parce que M. Atangan, il fait partie, moi je le dis, hein, des membres du gouvernement qui n'honorent pas beaucoup notre pays en termes d'image à l'extérieur, à travers les décisions. Vous savez que les libertés publiques sont protégées depuis notre Constitution et la ratification de plusieurs instruments internationaux. Et malheureusement, lui, à travers ses décisions, j'ai envie de dire, le massacre des libertés publiques dont il s'est rendu souvent acteur, il ne donne pas une bonne image du pays au niveau international. Là, dans quelques jours seulement, le Cameroun va se présenter à Genève au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, où la session se déroule depuis quelques temps. Parce qu'en novembre, le Cameroun est passé à ce qu'on appelle l'examen périodique universel. Et donc, on a donné des recommandations au Cameroun. Et le Cameroun avait 6 mois pour donner son point de vue sur ces recommandations, faites par les pairs, donc par les autres pays. Donc, il doit passer là pour se prononcer sur ces recommandations. Et parmi les recommandations, il y en a un paquet
qui concerne les libertés publiques. Parce que le Cameroun est quand même marqué négativement comme un des pays qui massacre les libertés publiques. Et ça, c'est la charge de M. Atangandi. Je pense qu'il en fait un peu trop. Et là, on est justement en année électorale et ça recommence. Ça recommence, on en a parlé tout à l'heure. Les droits de l'homme vont être fortement entachés par ce type de comportement. Et en année électorale, ce n'est pas bon du tout. Maintenant, sur la visite de l'honorable Nietzsche à Sissoko, pour moi, c'est... Bon, après, c'est les hommes politiques, on essaie de capitaliser surtout, mais tout le monde peut aller rendre visite à Yuktabe, donc je ne sais pas si ça doit faire un problème ou pas. Ah, et puis, comme nous relèvent les autres, en tant qu'homme politique, j'ai même envie de dire c'est normal. J'ai vu dans d'autres pays où des gouvernements, n'est-ce pas, s'appuient sur les adversaires politiques pour rechercher une solution à un conflit. Et donc, ce serait pas malvenu, même que le gouvernement, ayant tout essayé et que ça n'a pas fonctionné, s'appuie sur un acteur politique, même concurrent. Vous dites, écoutez, essayez aussi voir, peut-être qu'à travers vous, ça peut donner quelque chose. Monsieur Nanga, un petit instant. Moi, je veux parler d'un petit fait. Il y a eu l'affaire Ivan Colonna en France. Vous imaginez même député de la gauche aller rendre visite à Ivan Colonna? C'est un mauvais exemple. Non, c'est pas pourquoi tu dis que c'est un mauvais exemple? Parce que tu es en train de parler d'un élément dans l'ensemble. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ivan Colonna était un Corse qui militait pour la séparation de la Corse. Dans quel pays? En France. Oui, là où les libertés sont généralement beaucoup plus respectées. Donc on a fini. Mais vous imaginez... Non, on a fini. Dans ce cas-là, tu compares l'incomparable. Non, vous n'imaginez pas... Là-bas même, les libertés sont beaucoup plus soft, plus compréhensives. Mais aucun député, je dis bien de la gauche, c'est-à-dire du Parti communiste, ne pouvait aller rendre parce qu'il y a beaucoup d'autres voix ici, il n'y en a aucune. Mais justement, les contextes ne sont pas les mêmes, l'environnement n'est pas le même. C'est pas que c'est dans parce un qu'il pays où tous les droits sont respectés. Cette restriction, je dis encore, cette restriction en France n'est pas due à une interdiction quelconque. Voilà. C'est un choix politique. Vous êtes tout de suite stigmatisé. Non, mais c'est un choix politique. Aller rendre visite à quelqu'un comme celui-là. Ça gêne Mélenchon. Monsieur, ça gêne Mélenchon d'être stigmatisé. Attention, parce que si vous le dites, il me semble quand même qu'il y a eu des informations qui ont circulé laissant croire que même le gouvernement, à un moment donné, s'est rapproché de... Pour des travaux. Ah ben justement. Pour des travaux, Charles en a parlé. Justement. Pour des travaux, ils ont à offrir. L'honorable Nietzsche n'avait rien offert. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Rien. Il est mandaté, il a quel pouvoir? Non, vous ne pouvez pas dire ça. Même moi, en tant que... Qu'il s'occupe d'abord du Douala 5e. Même moi, en tant qu'acteur civil, je peux y aller, rencontrer ce monsieur pour mieux comprendre ce qui se passe et peut-être à travers lui avoir des informations sur ce qui se passe sur le terrain. C'est un leader. Ce monsieur reste un leader qui avait quand même une ambition politique importante et qui avait de l'emprise, n'est-ce pas, sur des actions militaires. Nous sommes à la veille des élections que Nietzsche lui-même risque de perdre. Bon. Même député risque de ne même plus être. Donc, il aura floué Sissoko Ayuk-Tabé sur ses os. Vous comprenez que... Non, je dis qu'il risque de perdre. Il sait pourquoi il est en train de faire la Vous en faites un problème. Vous en faites un problème là où il n'y a pas de problème. C'est-à-dire... Et je pense que l'honorable Nietzsche a gagné, puisqu'on en parle. Donc, ça aussi, c'est une stratégie politique. Il faut que tu arrives aussi à comprendre un truc. Il fait partie d'un parti d'autistes. Oui. Ils n'ont jamais su écouter. Bon, donc dans tous les cas, je pense que je connais un peu l'honorable Nietzsche qui aime bien, n'est-ce pas, justement pour... occuper l'espace communicationnel. Je pense que là, il a réussi aussi son coup. Puisqu'il a demandé au secrétaire général de la présidence de ne plus gouverner le Cameroun il aurait pu aller rencontrer Sissoko Ayuk-Tabé incognito. Ça nous arrangeait quand il a choisi de le faire de prendre un communiqué qu'il a rendu public, ça veut dire qu'il y avait une stratégie derrière et il a reçu son coup. Je pense que pour moi, c'est un acte politique, pas plus que cela. Alors, pour revenir en plein sur le thème, on peut peut-être évoquer dans les questions de transparence dans les institutions gouvernementales, la réforme électorale et le système représentatif, la décentralisation du pouvoir et l'autonomie locale, la gestion des crises et l'état de droit, gouvernance et démocratie. Donc, chers messieurs, si on fait donc un aperçu, une analyse de notre mécanisme de
gouvernance, de notre démocratie. Est-ce qu'on peut en tirer en termes de bons, de mauvais points, d'amélioration et voir qui c'est peut-être où nous en sommes, Vincent de Paul? Quand on prend l'aspect gouvernance, ici là en termes d'institutions publiques de gestion de l'État, on va se dire que le Cameroun depuis 1960 a beaucoup évolué. Parti d'une constitution en 1960 qui était de type parlementaire pour arriver à une constitution fédérale, puis une constitution unitaire en 1972 qui va être réformée en 1996 et qui va créer un certain nombre d'institutions qui vont être calquées sur les institutions de la Ve République en France. On suppose que c'était dans l'objectif de doter notre pays d'un certain nombre d'instruments qui devaient permettre à ce que le pouvoir arrête le pouvoir, mais aussi que les citoyens puissent avoir des alternatives et surtout des voies de recours pour pouvoir se plaindre de la manière dont ceux qui détiennent l'autorité publique gèrent la chose publique. Les institutions publiques, malheureusement, vont tomber sur le coup d'une disposition de la Constitution qui prévoyait que ces institutions vont être mises en place progressivement. Donc, on va passer beaucoup de temps avec les mêmes institutions que celles de la Constitution de 1972 et un certain nombre de pouvoirs, notamment judiciaires et législatifs, vont jouer le rôle des autres institutions qui étaient prévues dans la nouvelle Constitution, à savoir le Conseil constitutionnel et le Sénat. Aujourd'hui, je dois dire que cette transformation institutionnelle a nourri beaucoup d'espoir. Et ça a été l'aboutissement d'un processus politique qui est parti des années 90 et dont on connaît exactement quel a été l'impact sur notre processus historique. Donc, ces espoirs, malheureusement, vont connaître un frein quand on va se rendre compte que malgré la mise en place de tout ce qui était prévu, la prépondérance, la domination de la fonction présidentielle continue donc de battre en brèche cette idée qu'il fallait absolument que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Je tiens à rappeler que l'exécutif, le législatif et les judiciaires ont été érigés en pouvoir. Absolument. Et si on tient compte du fait que l'origine de cette forme de gouvernement serait de Charles de seconde date, le comte de Montesquieu, et que la première république au monde, qui était les États-Unis, ait adopté cette forme de gouvernement, le but c'était donc qu'il y ait la logique du check and balance, c'est-à-dire que chaque pouvoir suivait l'autre. Et chaque pouvoir a la possibilité d'arrêter les velléités de l'autre à vouloir prendre une certaine prépondérance sur les institutions. Malheureusement, cela a été complètement battu en brèche dans notre pays. Le pouvoir est resté extrêmement centralisé. La prépondérance du président de la République est particulièrement, comme dirait Magua Ondoa, obèse. C'est-à-dire que le président de la République intervient dans le fonctionnement de toutes les institutions, que ce soit sur le plan horizontal ou sur le plan vertical. Donc, en cela, il est donc possible qu'une certaine volonté politique ait souhaité que le pays connaisse un certain relâchement sur le plan des libertés publiques. Et que, à partir de cette constitution, on ressente au Cameroun qu'il y a une dynamique qui s'installe, mais que cette dynamique-là serve ce que le pays puisse connaître les libertés politiques, les libertés d'association, les libertés économiques qui vont se répandre dans la société et rentrer dans les habitudes des Camerounais. Mais parce que le pouvoir est extrêmement centralisé, il aurait suffi donc que cette volonté politique-là connaisse un sursaut de recul, pour qu'on se rende compte que ces différentes libertés sont complètement remises en question aujourd'hui. On va se rendre compte dans notre pays que ce qui était acquis comme la liberté d'opinion, surtout opinion politique, ou bien le choix de vouloir s'exprimer de manière ouverte sur un certain nombre de questions, aujourd'hui ça peut vous conduire en prison.
Charles Dikam, sur les questions de démocratie et de gouvernance, le Cameroun aujourd'hui, en termes de réforme électorale, système représentatif, en termes de décentralisation de pouvoir et autonomie locale et les autres éléments qui peuvent... Mon prédécesseur en parole, bien qu'ayant pris beaucoup de précautions oratoires, a déjà tellement bien dit les choses, pour ceux qui veulent entendre. Nous avons une coquille qui a été montée pour endormir les bailleurs de fonds, les étrangers, enfin, quoique ils se sont réveillés depuis. Mais au fond, quand vous vous rendez compte, aujourd'hui, on est moins libre qu'en 90. C'est qu'il y a un problème. Il y a un réel problème. Quand vous vous rendez compte qu'un citoyen, fût-il député de la nation, est contraint de rappeler à ces institutions-là qu'il y a une personne qu'on a élue et qu'on ne voit plus, et que même si de temps en temps on peut quitter la maison pour un voyage et demander au fils aîné de veiller sur ses frères et sœurs, à un moment donné on rentre et on reprend les choses en main. Alors aujourd'hui, ce dont le Cameroun souffre le plus, c'est de l'absence de pilote. Sur ce même plateau, avec un de vos collègues il y a plusieurs années déjà, c'était à l'époque où un ministre pouvait entrer 24 heures, 48 heures et ressortir de prison parce que tout le monde n'était pas d'accord et qu'il en est mort d'ailleurs, le pauvre. J'avais déjà dit qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion Cameroun. C'est extrêmement grave, mais les signaux, les signes sont abondants. Quand vous avez un monsieur qui a érigé en principe le mystère et que vous vous rendez compte que des gens sortant de pays compliqués, étant dans les jeux de hasard, sont déjà derrière lui en photo en train de lui mettre la main sur l'épaule, vous vous rendez compte que l'homme n'est plus là. Et ça fait l'objet de tellement de comment dirais-je, de commentaires, mais c'est des commentaires qui n'auraient pas lieu d'y avoir. Et quand vous vous rendez compte que nous sommes dans un pays où des jeunes, qui pour la plupart donc constituent 70-75% de la population aujourd'hui, certains parmi eux osent demander à un monsieur qui a 92 ans de faire encore 7 ans. Ça veut dire que ça c'est au niveau de la psychanalyse, il y a un problème. C'est un peuple malade. C'est un peuple malade. Mais à mes 64 ans, je connais déjà mes limites, sans avoir occupé 60 ans de hautes fonctions administratives. Nous sommes dans le jeu politique et démocratique, dans le jeu des libertés. Je suis donc en train de j'ai failli me poser s'il s'agit encore de gouvernance. Le vote va résoudre tout ça. Je vais vous répondre. C'est l'absence de gouvernance justement qui est à la base de tout cela. C'est peut-être aussi la présence de la démocratie. Quelle démocratie? Sachant que le candidat à 91 ans voulu par certains, le peuple décidera si oui ou non on lui renouvelle son mandat. Oui, vous trouvez un peuple, encore qu'il ne faut pas confondre la foule et le peuple, vous trouvez un peuple constitué de gens qui ont en moyenne 35 ans ou 30 ans. Pensez que c'est quelqu'un qui a 92 ans qui peut les conduire vers leurs horizons. Le peuple est souverain. Ouais. Enfin, alors à ce moment-là, vraiment, je crois que je vais aussi prendre le désert. Alors, non, je pense que tout a été dit de ce côté-là, et rien n'est fait, et rien ne sera fait tant que la situation sera celle qu'elle est. C'est-à-dire que tout est centralisé, donc il y a un monsieur au nom de qui tout le monde parle, les banderoles c'est sous son haut patronage, mais que personne ne voit. Sauf maintenant, aujourd'hui, il faut attendre 1 ou 2 fois dans l'année, les gâteaux d'anniversaire. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on mène un État vers l'émergence, mais je pense que 2035, ça va être un peu juste, hein, monsieur Kelbé. C'est Jean-Henri. Oui, monsieur Dipita Tongo, vraiment, à écouter monsieur Ndikam, je me demande si je suis dans un film de science-fiction. Parce qu'il fait beaucoup de la fiction. Et il a même allé jusqu'à extrapoler les questions d'âge avec la gouvernance. Je vais faire une petite parenthèse que je referme très vite. Je crois que le premier ministre italien Silvio Berlusconi a pris l'Italie, il avait déjà plus de 80 ans. Quand il l'apprend. Attends. Donc il n'avait pas 60 ans de haute administration. C'est pas grave. Tu prends le mauvais exemple entre la durée, je ne parle pas de la durée. Vous avez parlé de l'âge. L'usure. L'usure, c'est la durée. Non, l'usure, non, c'est pas la durée.
celui qui était à timbrer le courrier à l'entrée du ministère, Charles, qui a mis 40 ans, n'a pas la même chose que celui qui a occupé de hautes fonctions depuis l'âge de 25 ans, mais qui lui refuse aujourd'hui à ceux de 25 ans de venir les occuper. Ce que je voulais vous dire, c'est que même à 82 ans, le Premier ministre Silvio Berlusconi a mené des batailles pour que l'économie italienne reste là où elle était. Il n'avait pas d'Atangandji dans son gouvernement. C'est pas ça, c'est il était bien entouré. Ne mélangeons pas, on a parlé de gouvernance et de démocratie. Voilà. Moi, je commence par la gouvernance et je vais entrer dans la démocratie. C'est juste pour dire que quoi? Que même si c'est un parti d'opposition, comme le vôtre, certainement, qui veut prendre le pouvoir par la foule, par la masse, parce que, non, pas la masse. Les urnes. Mais c'est vous. Tu viens de dire qu'il y a le peuple et il y a la foule. Mais c'est toi qui faisais allusion. Les qui drainent les foules, c'est vous. Vous êtes là à Deido, à Bepanda, plein de bruit. Au palais des congrès. Oui, non, parlez des congrès n'oublie pas, c'est important. Vous allez voir nos meetings. Nous, on n'est pas là pour l'instant. Hein. Avec vos moyens. S'il te plaît, laisse-moi développer. Avec nos moyens. S'il te plaît, laisse-moi développer. Nous avons des quêtes, nous avons des cotisations, nous avons des rentrées d'argent. Et le RDPC, là, tu es en train de me sortir de mon développé. Je ne vais pas y arriver. Je vais juste te rassurer que le RDPC a tellement de membres qui sont capables de donner beaucoup de dons. Vous avez compris le jeu de Charles. Reprenez votre développement. Pour revenir dans ce que je voulais dire, c'est que la gouvernance au Cameroun, Monsieur Dipita Tongo, est faite de la manière la plus plausible à permettre l'épanouissement des Camerounais. C'est-à-dire? Nous faisons face à une situation de crise sécuritaire. Des instructions sont données, des lois sont votées pour que le Cameroun reste dans la même superficie qui lui a été laissée, c'est-à-dire les 475 000 km² que le Cameroun a. Le Cameroun est gouverné. Il y a des gens qui y veillent. Il vient de dire que ce n'est pas parce que vous allez envoyer vous donner à votre aîné de gérer vos petits frères que vous ne devez pas souvent revenir. Le président de la République est visible. Je pense que vous l'avez vu là il y a 3 mois. En fin d'année, en février, il vient de faire un discours à la jeunesse. Vous ne l'avez pas vu? Vous voulez le voir au marché Mokolo en train d'acheter aussi les oranges? Non, pour la COVID, encore. C'est pour ça que je veux le voir, pas pour les distractions comme je vais juste te faire comprendre que le président de la République est visible. Il y a quelques mois, même pas 1 mois, en février, il était là. Nous ne sommes pas encore le 11. Enfin, nous sommes le 11. Donc le 10, il a fait son discours. Et vous voyez, le RDPC essaye de gouverner, de gérer le Cameroun dans des formes les plus transparentes et démocratiques possibles. Bien qu'aucune œuvre humaine ne soit parfaite, il y a des tares, il y a des choses à refaire. La décentralisation prend du temps à se mettre en place. Et vous le dites en toute conviction. Mais je vous dis que le Cameroun avance. Moi, je suis spécialisé de certaines questions où, quand je naissais, ou quand j'ai été là, à tel âge adulte, on n'avait pas la capacité énergétique qu'on a aujourd'hui, même si les Camerounais souffrent de la lumière. Non, toi aussi tu dis qu'il n'y avait rien avant. Hein. Non, je ne le dis pas. Non, je voulais savoir. Je vous fais comprendre qu'à Idjo, par terre de ce pays, on n'est pas en train de faire une comparaison, mais il n'y avait que Sanaga, Sonloulou, et peut-être Lagdo. Aujourd'hui, le Cameroun a quand même plus de 500 mégawatts, mais la population a accru. Ce n'est pas mon angle. Avec Sanaga, Sonloulou, plus de 80% de la population recevait de l'énergie. Nous étions 8 millions, 10 millions. Exactement. Voilà. Et la perspective, c'est quoi? Non, je ne veux pas m'engouffrer dans le secteur. Je veux juste faire comprendre que le Cameroun est gouverné et que dans plusieurs... Pas très bien. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il y a des choses à refaire. Sur la décentralisation, sur la transparence de la gestion des biens publics, de l'argent. Il y a beaucoup à faire. Et oui, et c'est pour ça que la doyenne d'âge elle-même a parlé des scandales. Et que le chef de l'État lui-même, dans un discours, a dit « D'où vient-il que ce qui a marché ailleurs ne marche pas chez nous ?» Ces affaires de détournement, c'est-à-dire de la transparence dans la gouvernance, ils y sont. Il y a les cumuls de fonctions qui nous créent des problèmes. Il y a les problèmes de répercussion des informations qui sont données du sommet vers la base. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais que Charles ici ne nous donne pas l'impression que le Cameroun va en volo et qu'il n'y a pas de capitaine dans le bateau et que tout le monde peut faire.
le ministre de l'administration tout à l'heure vous a rappelé que le Cameroun est gouverné. Continuez à faire comme vous faites là, on va vous prendre. Rassurez-vous. Donc c'est ça qui se cache derrière. C'est une manière de montrer que le Cameroun est gouverné, monsieur Dipita Tongo. Je vais te répondre. Et que même pas peur. Même pas peur, parce que le pire est déjà derrière nous. Et que c'est pas grave. Il y en a qui sont en prison et qui sont contents d'être là, même comme leur vie leur sont volées, leur jeunesse leur sont volées par des personnes qui, elles, sont en liberté. Et eux, ils coupent dans des prisons, c'est pas grave. Mais ce que je voulais dire pour terminer, c'est qu'en matière de démocratie au Cameroun, les institutions qui ont été pensées et érigées par le gouvernement de la République, telles que le Sénat, telles que le Conseil régional. Progressivement en 30 ans. Mais ça arrive. Rome n'a pas été conçu en un jour. Mais clair. Ces institutions sont des leviers qui amènent le citoyen à participer aussi, n'est-ce pas, à la construction de l'édifice Cameroun. Donc pour moi, nous avons les outils qui démontrent que le Cameroun est quand même un État assez démocratique. Philippe Nanga. Bon, vous êtes impressionné par la démonstration de ces jarrets? Oui, la science-fiction. Je crois qu'en même temps, il y a une sorte de contradiction, puisqu'après, il reconnaît quand même qu'il y a beaucoup de soucis. Non, on sait que le Cameroun, en matière de démocratie, aujourd'hui, a reculé. Les derniers classements en la matière présentent quand même le Cameroun comme un pays des dictatures. Non, Philippe, s'il te plaît, il ne faut pas confondre avec le zèle de certains fonctionnaires. Vous avez cité un tout à l'heure, qui malheureusement contribue à faire reculer le Cameroun. Ça, c'est le zèle de certains fonctionnaires, de certains policiers. On parle de démocratie, de gouvernance, de transparence. Je dis qu'en matière de démocratie, les derniers classements en la matière présentent le Cameroun comme une dictature. Donc ça, c'est sur la base des indicateurs, n'est-ce pas, qui sont perceptibles par tout le monde. Et les mêmes pour voilà. Donc, sur ce plan-là, je pense qu'on a beaucoup de choses à refaire. On a peut-être des institutions qui ont été mises en place, mais après, dans leur fonctionnement, c'est autre chose. Je vous ai dit que le Cameroun est interpellé régulièrement par les autres pays, aux Nations Unies, à Genève, n'est-ce pas, sur les questions de démocratie et des droits de l'homme. Donc, c'est pas... on le voit chaque jour. Encore, mon ami, il termine très mal quand il dit... On va vous montrer, qu'est-ce que c'est-à-dire, pour nous montrer que Paul Biya. Non, on va pas, on va vous prendre. Non, on ne peut sur pas. La note du MINAT, sur la note du MINAT, ce n'est pas comme le ça MINAT a été formel. Ce n'est pas comme ça qu'on montre que le président existe. On ne montre J'ai dit pas le que Cameroun est gouverné. On ne montre pas que le Cameroun est gouverné en arrêtant les gens, en les mettant en prison. Mais les anarchistes... Ce n'est pas comme ça, il n'y a pas d'anarchistes. Non, c'est pour dire que, justement, ce comportement du ministre que nous citons là depuis un moment, est un indicateur de la qualité de la gouvernance. Parce que si on était dans un pays normal, où il y a un président qui regarde, qui quand même regarde le profil avant de vous nommer, avec un premier ministre qui a le pouvoir, M. Atanganji ne serait pas là depuis longtemps. Ben oui, depuis longtemps. Le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Non, mais justement parce qu'il commet beaucoup de gaffes. Comprenez? Nous, on a été empêchés de faire notre travail en 2018-2020 à cause de ce monsieur-là concernant l'observation électorale. Aujourd'hui, ça fait près de 3 ans qu'il nous bloque le renouvellement de l'agrément d'ONG. Sans raison. Et ça, c'est l'image du Cameroun qu'il ternit tout le temps. Et donc, peut-être que si le Cameroun, sur 100 points, à 80 points en matière de mal-gouvernance, bien de mauvaise démocratie, de dictature, il participe peut-être à 60%. Donc, et ça, c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. En matière de démocratie, je pense que là, on n'a rien à redire. On a reculé énormément. On a reculé énormément depuis 2018-2019. On a eu des cas ici à Douala, parce que Douala, quand même, on peut bien regarder ici l'état de la démocratie à Douala, parce qu'on est habitué, quand ça ne va pas, les gens ont tendance à manifester. On a eu beaucoup de cas de manifestations à Douala pendant des années. De droits et libertés. Hein. Mais on est dans la démocratie. On est justement dans la démocratie. La démocratie, les libertés publiques font partie de la démocratie. Dans un État, et la meilleure manière d'ailleurs de mesurer l'état de la démocratie, c'est à travers les libertés publiques. Hein. Quand vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas manifester, vous ne pouvez pas vous plaindre, vous ne pouvez pas gréver. On est dans la dictature. Faites une demande. Mais on fait la demande, ça ne marche pas. Donc, nous menons des activités tout le temps. Après, on se retrouve face à la police. On a fait la conférence à Yaoundé la semaine dernière.
oui, pour présenter le rapport droits de l'homme. 2 commissaires se sont présentés pour interdire l'activité. Il a fallu qu'on bavarde beaucoup, qu'on discute, qu'on leur dise qu'ils n'avaient même pas de papier, ils ne pouvaient pas venir dire arrêtez, vous n'avez même pas de papier. Ok, nous on n'a peut-être pas de récépissé parce qu'on ne l'a pas reçu, mais vous non plus, vous n'avez pas d'arrêté d'interdiction. Mais vous voyez que ça nous a perturbé quand même quelques minutes. Donc ça arrive très souvent et ce n'est pas bon. Ce sont des indicateurs, n'est-ce pas, des reculs de la démocratie. Pendant longtemps, les gens pouvaient manifester. Ici, on pouvait venir disperser les gens, mais j'avais jamais entendu qu'on a arrêté les manifestants qui ont été traduits au tribunal militaire et qui ont reçu 7 ans de prison. Ça, c'est grave. Très grave. Ça, c'est grave. Donc, ça, vraiment, maintenant, en matière de transparence, on a des faits qui nous montrent que là aussi, on a reculé énormément. Martinez Zogo, ça relève de la transparence. Hein. C'est un journaliste qui est massacré simplement parce qu'il a mis sur la table et au public des informations censées être d'ordre public. Mais ces informations sont devenues une matière dangereuse. Pourquoi? Parce que, justement, il y a un déficit grave de transparence. Le procès s'ouvre d'un moment à l'autre. Comment? Le procès s'ouvre d'un moment à l'autre. Oui, donc vous voyez que quelqu'un qui a des informations d'ordre public, parce que la ligne 94-65, machin, on doit savoir comment c'est géré. Parce que lui, il avait des documents qui montraient qu'il y a des gens qui émargeaient, machin. Il est devenu dangereux, on l'a massacré. Aujourd'hui, vous voyez comment on gère son... Le corps est encore là depuis plus d'1 an, la famille n'arrive même pas à faire le deuil. Covid-gate, Can-gate. On ne peut pas parler de transparence dans un pays comme le Cameroun. Privatisation des services de l'État. On ne peut pas parler de transparence dans notre pays. Il y a beaucoup d'indicateurs qui nous montrent qu'il y a un souci de transparence dans notre pays. Nous faisons le suivi des politiques publiques, notamment le suivi des investissements publics. Tout à l'heure, avec mes collaborateurs, on cherchait le journal du BIP, qui est censé être un document public. J'ai dû contacter des gens du Minepat pour leur dire, sur Internet, on a un document là-bas, mais qui n'a pas les informations. On n'a pas le journal du BIP, qui est censé être un document public, qui nous permet de savoir qu'est-ce qui est prévu, où, à quelle hauteur, qui doit suivre, pour que nous on puisse suivre et nous rendre compte. C'est difficile d'accès. Donc, vous voyez qu'il y a un gros souci aussi en matière de transparence et qui affecte, n'est-ce pas, la démocratie dans notre pays. Donc, je pense que sur ces faits-là, on parlait de décentralisation, on a essayé, on a mis en place des institutions pensant que ça pouvait, pas pensant, faisant croire qu'on avait la volonté politique, n'est-ce pas, d'améliorer notre système de gouvernance, parce qu'effectivement, la décentralisation devrait, normalement, améliorer notre système de gouvernance. Mais regardez comment les maires souffrent pour mettre en œuvre leur plan d'action. Même les maires du RDPC, hein, ils ont de gros soucis. Hein. Il n'y a pas d'argent, ils n'ont pas de liberté de collecter les sous. Voilà, c'est très compliqué. Moi, je plains ces gens-là. C'est très compliqué. Pourquoi? Parce que même là aussi, c'est verrouillé. Ça existe dans la loi, mais c'est verrouillé. Il y a le maire qui est le patron de la commune, il y a un gars qui est là, qui est sous-préfet, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il fait là? Parce qu'en réalité, il n'est pas l'interlocuteur du maire, le maire doit, son interlocuteur c'est le préfet, mais il y a un sous-préfet qui est là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Et vous avez un gars qui est nommé, deux personnes qui sont nommées depuis Yaoundé, c'est le secrétaire général, dont le maire ne peut pas dire grand-chose à son monsieur, c'est un patron, et il y a le, comment on appelle ça, celui qui gère l'argent, le contrôleur financier. Et le maire peut être bloqué pour 50 000 francs parce que le contrôleur financier dit qu'il n'y a pas d'argent. Vous voyez qu'on vous fait croire que non, il y a un truc qui est là, mais on a mis des clés partout qui vous empêchent. Mais il faut dire que ces contrôleurs financiers sont tenus de renvoyer leur rapport à la Cour des comptes. La Cour des comptes qui ne peut rien faire. Non, elle aussi, elle audite ses comptes. La Chambre de comptes, comme dit souvent mon grand frère Jean-Marie Bikoko, qui sert à faire dormir les gens. La politique du maire n'est pas implémentée. Non, et ce sont les populations je crois que si on avait une Cour des comptes, peut-être que ça marcherait mieux, entre guillemets, parce qu'on avait quand même, ça marcherait mieux, parce que la Chambre des comptes a produit plusieurs rapports qui indexent des gens en matière de détournement des fonds publics. Ça n'a rien donné depuis. Ça n'a rien donné depuis. Non, je pense que c'est bien qu'on en parle ici parce qu'il s'agit de notre pays et ça plombe. Là, vous parlez par exemple des questions de l'électricité. Oui, il y a les barrages, mais après, qu'est-ce que ça produit? On dépense énormément d'argent. Là, moi, quand j'analyse notre système de gouvernance, je pense qu'il y a des gens à Yaoundé qui veulent fuir avec tout notre argent. Ils cherchent qu'il y ait la crise sociale grave,
Comme ça, ils vont profiter pour s'en... Nous n'allons pas devenir Haïti. Oui, mais parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe à Yaoundé. Le Soudan. Regardez comment on fait souffrir le peuple. La vie chère, c'est tous les jours. Vous avez des enseignants. Regardez comment notre système de gouvernance est en train de... comment on va dire ça, de se dégrader d'année en année. Vous avez des enseignants qui travaillent, qui n'ont pas de salaire. Ils ne peuvent pas se plaindre. Quand ils se plaignent, ils sont menacés. On leur intime l'ordre d'aller donner les cours. Maintenant, les mecs disent, OK, on vous abandonne à votre pays, on rentre. On dit que non, même sortir, vous ne sortez pas. Vous restez là. Vous allez travailler sans salaire. Là, on est dans une dictature féroce. C'est-à-dire que vous n'avez même pas le droit. C'est excessif. Non, mais c'est pas c'est des réalités. Le chef de l'État a rappelé qu'il a donné des instructions pour que les OTS soient payés. Mais ils ne sont pas payés. Des solutions sont... Non, ils sont payés, monsieur Nanga. Non, ne venez pas dire ça à la télé, peut-être pas en totalité. Ah, mais justement, oui, mais dites quand même qu'ils sont payés pas en totalité. Progressivement, Charles. Non, mais quand on sait ce que problèmes seront résolus. On n'a pas à être payé. Vous ne pouvez pas dire qu'ils ne sont pas été payés progressivement. On n'a pas à être payé progressivement dans un pays où... Vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes que l'État du Cameroun résout en une journée. Pourquoi ça n'arrive pas aux enseignants? On ne peut pas payer progressivement, s'il vous plaît. Des enseignants qui bossent tous les jours, alors qu'il y a des lignes 94 où des gens ponctionnent des milliards de francs. Ça, c'est à condamner. Mais justement, vous comprenez que du coup, c'est inacceptable qu'on ne paye pas en totalité, n'est-ce pas, les enseignants. Ça n'a pas de sens. Et comme si ça ne suffisait pas, les mecs, ils peuvent se permettre d'augmenter le prix du carburant et tout, alors qu'ils volent de l'argent sous prétexte qu'ils font la subvention. Donc, vous voyez, ça, c'est des problèmes qui montrent quand même que l'état de transparence dans notre pays a reculé énormément. Quand vous regardez les conditions de vie, c'est normal, hein, ils ont été à l'école, les fonctionnaires et tout, ils méritent d'être bien payés et tout, mais sauf que ils ne vivent pas dans l'opulence avec leur salaire. Avant, on ne voyait pas ça. Les plus riches dans ce pays, maintenant, ce n'est pas les hommes d'affaires, hein, c'est les fonctionnaires. Comment ils font? Il y a un gros souci. Donc, je pense que notre pays a beaucoup reculé en matière de démocratie, en matière de transparence, en matière de gouvernance. Et que ça affecte la quotidienneté des Camerounais. Je ne sais pas comment ça se passe pour qu'on supporte ça jusqu'ici. Parce que des fois, je me réveille le matin, je dis, mais comment on fait pour supporter cette affaire-là? Vous vous réveillez le matin, on vous dit que le carburant est passé de 600 à 800. Vous vous réveillez le matin, on vous dit que le pain est passé de 200 à 300. Vous vous réveillez le matin, on dit que le taxi est passé de... Je pense que dans le discours de fin d'année du chef de l'État, lui-même, il a accordé un paragraphe à cela pour déjà faire comprendre que l'État ne peut pas indéfiniment soutenir la subvention. Je préfère qu'on ne parle plus du président Biya, considérant que il n'est plus là. Vraiment, battons-nous. Oui, non mais... Vous êtes excessif. Non, ce n'est pas l'excessif. Vous êtes excessif. Non, Monsieur Dipita Tongo. Monsieur Dipita Tongo. Nous avons tous eu des parents à 92 ans, même si vous êtes un marabout. Le président Biya a reçu un mandat de son peuple. Oui, mais ça, je n'ai pas dit que... Non, je n'ai J'ai jamais dénié que c'est le président Biya reçoit des émissaires. J'ai jamais dit que c'est pas le président. Dans l'état actuel des choses, tel que nous voyons le Cameroun être gouverné, moi je préfère qu'on laisse le grand-père tranquille là où il est. Les Camerounais doivent prendre conscience. Vous n'avez aucun élément factuel pour dire que le président n'est plus là. Et qu'il faut oublier. Non, je n'ai pas dit qu'il n'est pas là. Je n'ai plus là. J'ai dit que laissons-le tranquille. Je pense qu'il est évident qu'il n'a plus les capacités physiques. Vous n'êtes pas médecin. Moi, je voudrais poser une question pour... Il y a 10 ans. Oui. Il y a 10 ans, les éléments que vous relevez à l'instant, étaient-ils absents de notre vie publique? Ligne 94, gestion, décentralisation et ainsi de suite. Alors, je vais vous dire quelque chose, justement. Parce qu'on a tendance à se dire, mais Biya a toujours géré le Cameroun comme ça. Mais sauf que, hier, c'était peut-être une stratégie qu'il avait mis en place pour durer le plus longtemps possible au pouvoir. Ça a fonctionné. Mais aujourd'hui, à côté de cette stratégie, n'est-ce pas, de pourrissement qui a été mise en place depuis 40 ans, il n'y a que physiquement, dans tous les cas, il est affaibli. C'est une réalité. Il est affaibli. Et donc, quand vous mélangez les deux, la stratégie politique mise en place, la stratégie de pourrissement, plus son état physique, vous voyez l'aggravation, n'est-ce pas, de la qualité de la gouvernance aujourd'hui. On peut voir que
depuis que la Chambre des comptes a produit le rapport sur la Covid-Gate, vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe. Chaque année, la CONAC produit des rapports où on voit bien les noms des gens avec les détournements, tout ça. Il n'y a rien. Quand je vous dis que considérons que le président physiquement... Parce que, en même temps, c'est mitigé parce qu'au quotidien, quand même, dans les tribunaux, au tribunal criminel spécial, il y a des audiences, il y a des gens qui passent... c'est peut-être pas parce que... Il y a des condamnations il y a même. des condamnations. Peut-être que ce sont désormais des petits poissons. Ah, Ouais, voilà. ah. Oui, peut-être. Non, mais Ou alors peut-être qu'il y a plus suffisamment... il vaut mieux qu'on dise peut-être parce que... Peut-être qu'il y a plus suffisamment de publicité autour de ces procès. Non, parce qu'on connaît les noms des gens qui ont été cités on peut pas dire que- dans le rapport de la Chambre de comptes. Tous sont là encore dans le Nous ne nous gouvernement. contenterons pas On peut pas du dire Donc que- je pense qu'on a des rien situations. Vous savez, quand je vous dis qu'aujourd'hui, le président de la République, vu son âge, il est difficile qu'il prenne la main. Dans un pays normal, le président ne peut pas dire on va avoir la compétition à date. Ça ne se fait pas. Qu'est-ce que vous appelez Et personne Comment vous évaluez n'est un affecté. pays normal? Personne Un pays n'est normal affecté. Le est pays normal, Les ça veut Jeux dire de que- Sochi ont été décalés. non. Les Jeux d'hiver de Sochi ont été décalés par le Un grand pays- Vladimir Un pays Poutine. normal, c'est quoi? Les Jeux de Sochi. Un pays normal. Oui, évalué. Attendez, C'est vous qui avez parlé de pays mais normal. laissez-moi, un pays normal, c'est quoi? Oui. C'est un pays où le président ne peut pas dire on aura ceci et on n'en a pas. Oui. Et il n'explique pas pourquoi on n'en a pas. Vous oubliez de dire comment Poutine a Le sanctionné ce président, parti qui est je arrivé. peux vous citer des tas d'engagements pris par le président de la République qui ne sont pas respectés. Et il n'est jamais venu expliquer aux Camerounais pourquoi ce n'est pas respecté. Ce n'est pas un pays normal là-bas. La parole du président, c'est la parole du président. Donc c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas dans un pays normal. Dans un pays normal, un ministre comme Atangandi, demain il n'est plus ministre. Qu'est-ce que vous avez contre le ministre Atangandi? Non, mais parce que regardez les sorties qu'il fait depuis des années. Alors, Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un souci et il faut que nous soyons, j'ai envie de dire, avec toute la froideur possible, de faire le constat de ce que notre pays va mal. Et je vous dis, moi j'aime bien venir sur les plateaux, on en débat, on discute et machin, on en rigole. Mais quand on sort de là, il y a plein de Camerounais qui meurent, qui crèvent de faim et qui meurent dans les hôpitaux à cause de la malgouvernance. Nous devons être conscients de cela. Quand on parle de la gouvernance, c'est une affaire qui nous concerne nous tous. Et quand on en rigole, moi ça me fait très mal parce que là j'ai reçu des personnes handicapées qui ont été déguerpies à Douala 2, là-bas, voilà, par la mairie, qui sont dans la rue, qui avaient une seule boutique pour 10 personnes handicapées. Et ils avaient une seule boutique. On est venu, on a cassé la boutique, ils sont dans la nature maintenant. Il ne suffit plus même qu'on leur donne un petit espace pour faire leur commerce. Il n'y en a pas. Vous parlez d'un pays normal? Non, on n'est pas dans un pays normal. Vous connaissez combien de personnes ont déguerpi à Douala, on les a laissés dans la nature, il y a eu mort d'homme. Dans un pays normal, on ne peut pas déguerpir tout un quartier. On ne prend pas des dispositions pour sécuriser les vies humaines. C'est le minimum dans un pays normal. Donc on a vraiment des soucis dans notre pays et nous devons prendre conscience de cela. Alors Vincent de Paul, on va ressortir de là. En même temps, on ne peut pas, et je crois que vous le relevez tout à l'heure, dire qu'il n'y a pas eu d'avancée sur les plans démocratiques et de gouvernance depuis 1990 et l'ère du retour au multipartisme. Oui, il y a eu, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup d'avancées, mais qui était la résultante d'un processus politique assez complexe. Vous savez que le président Paul Biya, quand il est arrivé, il avait un discours qui était novateur et qui voulait orienter le Cameroun vers une libéralisation de la vie publique. Ça correspondait au contexte. Vous ne pouvez pas faire de démocratie de démocratie économique sans faire de démocratie politique. Et le monde avançant, il était nécessaire et absolument nécessaire que le pays puisse aller de plus en plus vers une ouverture économique qui devait permettre à ce qu'il puisse engager un certain nombre d'investissements venant de l'étranger. Bien sûr, c'était pour anticiper la crise qui était déjà là depuis les années 70. Mais je pense que le président Biya a toujours été très prudent au sujet de la question du multipartisme. Son objectif, ce n'était pas que le Cameroun accède aussi vite au multipartisme, mais qu'il reste d'abord dans un pluralisme au sein du RDPC, ce qui ne va pas avoir lieu. Ça ne va pas avoir lieu parce que des personnes du RDPC et en dehors du RDPC vont décider qu'il était temps que le pays aille vers plus d'ouverture démocratique. Et ça, ce sont devenus des acquis dans notre pays. Il y a les lois
qui ont été votées en 1990, ces lois sur la liberté publique qui concernaient les associations, qui concernaient la communication sociale, qui concernaient les partis politiques. C'est dans ce cadre-là qu'un monde à venir a pu voir le jour. Par exemple. Voilà. Même comme ils disent que... Donc, même comme le ministre refuse de leur renouveler. Oui. leur argument. Et surtout, il faut noter que c'est le président Biya qui a rappelé que préparez-vous à la concurrence. Voilà, ça c'est quand il avait accédé à l'idée qu'il fallait ouvrir le multipartisme. Tout à fait. Donc, on ne peut pas dire que le pays n'a pas connu d'avancée. Et après les événements de 1990, quand on va connaître les élections présidentielles qui vont suivre, ces événements, je crois que c'était en 92. Et puis, il va y avoir la constitution de 1996. Et puis, on aura les élections de 97, je pense. Ouais. Il y a eu un engouement qui va faire en sorte que le pays va véritablement connaître une certaine libéralisation de la vie publique. Et je parle ici, là, sur tous les aspects. Sur le plan associatif, on l'a vécu dans les quartiers, on ressentait de moins en moins la pression. Docteur, je vous coupe pas, s'il vous plaît. N'oubliez pas de rappeler qu'en 92, l'opposition était majoritaire au Parlement. À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Tout à fait. N'oubliez pas, c'était un acte majeur de démonstration. C'est pour ça que nous parlons des reculades. Parce à un moment donné, il y a eu effectivement de l'avancée. On a reculé là depuis quelque temps. Exactement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, cette prépondérance de la fonction présidentielle sur les institutions fait en sorte qu'à un moment donné, quand il y a un relâchement ou un manque de volonté de la part du président de la République, L'âge. pour une raison ou pour une autre, chacun peut s'en faire une idée, de devoir ne plus donner cette possibilité qu'il y ait une grande libéralisation, ou bien que cette libéralisation puisse s'épanouir et se développer. Il suffit juste qu'il y ait des instructions pour qu'un certain nombre de facilités qui étaient acquises pour le peuple camerounais puissent être supprimées. Et parmi ces facilités, on peut citer notamment celle qui concerne la liberté de manifestation, qui est un acquis dans notre pays, et pour laquelle les associations privées vont connaître un certain nombre d'avancées notables. C'est-à-dire que c'était un des moyens par lesquels ces associations-là parvenaient à faire plier un certain nombre de décideurs locaux qui n'étaient pas forcément concernés par ce qui se passe à Yaoundé. Il faut rappeler qu'il y a beaucoup de zèle dans la manière dont les fonctionnaires gèrent la chose publique au niveau local. Il y a cette tendance à vouloir toujours démontrer d'une affiliation viscérale au pouvoir du renouveau, qui fait qu'il y a une grande tendance à vouloir empêcher toute velléité d'opposition, toute tendance de la part de quiconque à vouloir, sur le plan local, se démarquer du RDPC et émerger comme étant une alternative crédible. Et malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte donc qu'il y a ce retour à cette administration du fouet, c'est-à-dire cette tendance à vouloir empêcher absolument que les alternatives politiques puissent s'exprimer dans l'espace public. Ça, c'est l'une des conséquences, on va dire, de ce qui s'est passé en 2018. Peut-être que l'argument suivant lequel le Cameroun fait face à un certain nombre de difficultés sur le plan sécuritaire pourrait justifier cela, mais je ne pense pas que des aveugles qui manifestent soient une menace à la sécurité du pays. Je ne pense pas que des handicapés qui manifestent soient une menace à la sécurité du pays, ou alors des femmes qui manifestent, ou alors des personnes déguerpies qui décident qu'ils vont bloquer la voie publique pour se faire entendre, et c'est leur droit le plus absolu, et c'est un droit constitutionnel, puisse menacer la sécurité de l'État. Donc il faut qu'on fasse une très grande différence entre l'expression de la part des citoyens, de ce qui relève de leur droit le plus absolu, et ce qui relèverait des menaces à la sécurité et à l'intégrité de notre territoire. Donc je pense qu'aujourd'hui, le recul est manifeste. Les populations s'expriment beaucoup sur les réseaux sociaux, et ça c'est la démonstration qu'il y a beaucoup à dire, beaucoup de colère, beaucoup de frustration, et malheureusement ces frustrations-là qui ne sont pas extériorisées dans l'espace public
s'accumulent, mais tôt ou tard, il faudrait qu'on se rende compte que ça va forcément exploser. Donc, il faudrait que l'administration publique arrête un peu avec cette méthode de gouvernement par la chicotte et apprenne à avoir, sur le plan notamment local, un discours ou alors des attitudes qui permettent à ce que des alternatives crédibles puissent émerger dans l'espace public et se présenter aux Camerounais pour pouvoir apporter quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau à notre pays. D'accord. On va sans transition parler, embrayer avec les droits humains, puisque ça va dans le... Vous voulez ajouter? Non, je voulais justement, parce qu'on a parlé de transparence, on a parlé de transparence électorale. On est clairement en année électorale. Je pense que... et nous disons souvent à un monde à venir que le meilleur moment de mesurer justement la qualité de la démocratie, c'est pendant l'année électorale. Parce que l'élection, c'est le moment phare où on peut constater, n'est-ce pas, l'état d'avancement de la démocratie dans un pays. Vous dites que l'une transparente n'est pas forcément l'image d'une transparence dans le système. Non, pas du tout. Donc, je pense qu'il y a non, on en rigole, mais en réalité, depuis quelques années, c'est pareil. Les élections chez nous ont pris un grand coup. Et c'est dommage parce que quand je dis que le président de la République, il faut peut-être ne pas trop y penser de maintenant, parce que lui-même, il a reconnu, je pense, en 2012-2013, qu'il y avait des soucis, n'est-ce pas, dans notre système, dans notre code électoral, des choses à parfaire, mais il n'y a rien qui a été fait. C'est pour ça que je vous dis quand même, il y a un problème. Quand un président dit, il y a un souci à tel endroit, je pense que nous devons corriger, et qu'on ne corrige pas, c'est qu'il y a un souci, d'année en année. Vous voyez que depuis ces années-là, nos élections débouchent sur des conflits sociaux graves avec mort d'homme à la clé. Là, on n'a toujours pas vidé, moi je dis on n'a toujours pas vidé le contentieux électoral, la crise post-électorale 2018, puisqu'il y a encore des prisonniers liés à cette crise post-électorale. Et nous sommes en train de nous acheminer vers des prochaines élections sans qu'on ait révisé le système électoral totalement conflictuel, de bout en bout. De bout en bout. Vous voyez ce qui se passe avec le PCRN, où la manipulation de l'opinion, on empêche à un monsieur qui veut créer son parti, tout le monde, on a 400 partis politiques, mais lui veut créer le sien, on dit que non, c'est pas possible. Donc, on l'empêche et tout ça. Mais il y a quand même déjà 400 partis, comme vous dites. Oui, mais alors, il a le droit de créer il a le droit d'avoir son parti. Donc maintenant, l'immixtion de l'administration dans le forcément des partis politiques, où notre fameux ministre de l'administration territoriale ne se gêne pas à décider souvent qui est le patron d'un parti, c'est des choses qui n'honorent pas notre pays. Et là, des partis qui peuvent être dissous. Et là, non. Je pense qu'on se lève un matin pour dire qu'on ne va pas régler. C'est pour ça que M. Changan dit c'est peut-être un très bon militant du RDPC, mais il ne faut pas confondre sa qualité de militant du RDPC. Il ne faut pas qu'il utilise sa fonction ministérielle pour régler les problèmes du RDPC, des concurrents politiques du RDPC. Donc, et ça, ce n'est pas bien du tout. C'est comme cette note, quand vous le disiez, vous voyez bien un militant qui est en train de dire arrêtez vos histoires là, c'est à nous seuls de faire ce que vous voulez faire là. Donc, ce n'est pas bien du tout. Donc, nous avons encore notre système électoral qui est conflictuel et qui a quand même un certain nombre comment on va dire, de règles viciées. On peut inciter à l'appel. Vous voyez que quand vous regardez le code électoral camerounais, on vous dit l'autorité électorale, l'ECAM, est à la charge de l'organisation du contrôle de l'ensemble des processus électoraux au Cameroun. C'est ça qui est mentionné. Mais seulement quand vous regardez, vous allez voir que l'ECAM organise des élections et les supervise seulement jusqu'au niveau de la commune. Dès qu'on dépasse la commune, l'ECAM devient un simple observateur qui regarde ce qui se passe. Il ne peut plus rien dire. Il n'y a qu'au Cameroun que vous voyez ça. Tout à fait. Donc, vous avez donc l'autorité électorale qui est censée être l'ECAM, qui perd sa fonction d'autorité électorale dès qu'on arrive au département, jusqu'au niveau national. Il ne peut plus rien dire, il devient simple observateur. Ça, c'est un problème. Quand vous regardez le juge électoral, comment il est constitué, comment il a été mis en place, on sait comment, il ne peut pas être juge électoral indépendant. Vous voyez? Donc, ça fait partie des indicateurs qui montrent que notre système électoral ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas fonctionner et le Cameroun a été interpellé au niveau international là-dessus. Mais rien n'a bougé. C'est pour ça que je vous dis, on n'est pas dans une société normale, rien n'a bougé.
Rien n'a bougé, on est en train d'y aller. Et nous pensons encore, nous croyons encore que peut-être cette session va déboucher sur quelque chose. On vient d'obtenir plus de 5000 signatures. On a lancé une pétition, plus de 5000 personnes ont signé, n'est-ce pas, pour demander la révision du système électoral. On espère que le président de la République va prendre ça en compte parce qu'on veut, lui, il avait l'habitude de dire qu'il veut les preuves. Bon, maintenant, on lui a produit quand même plus de 5000 signatures pour dire, écoutez, voilà, au moins. Et il y en a, les gens continuent de signer d'ailleurs en ligne, n'est-ce pas, ces pétitions. Comme pour dire que les gens sont bien conscients, c'est que nous avons besoin d'avoir des élus légitimes, parce que quand on parle de démocratie, même quand on parle de gouvernance, il faut aussi avoir des élus qui ont la légitimité de gérer les affaires collectives. Alors, si les gens n'ont pas la légitimité, vous voyez qu'ils ne rendent pas compte. Et nous subissons justement le fait que les élus n'ont pas de légitimité, de se sentent pas l'obligeance de rendre compte parce qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas là, ils ne sont pas arrivés là par la voie d'élection transparente. Ça leur empêche de rendre compte, avoir une permanence politique à un député d'avoir une permanence. Mais quand vous êtes convaincu et que vous savez qu'on a décidé à Yaoundé que vous serez député. C'est ce que décriait la doyenne d'âge. Mais justement, aujourd'hui, et vous voyez que ce qui est intéressant dans notre gouvernement, c'est que, même dans le parti au pouvoir, c'est que les gens d'un certain âge, à un moment donné, se sentent comme étouffés par la vérité et prennent la parole. On a vu ça avec le feu sénateur. Bonbon Joya. Non, l'anglophone qui est décédé. Mokete, qui avait. Mais le président de la République, c'est pour ça que vous dites que quand même il y a un souci. Quand vous avez un monsieur de cet âge-là qui parle comme il avait parlé, le président aurait dû prendre des décisions importantes. C'est quand ils savent qu'ils vont. Bon, là encore, vous avez la maman qui vous dit ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et le président, il est où? C'est pour ça que je vous dis, moi j'ai un gros souci. Sérieusement, je parle là, peut-être que s'il peut nous démontrer qu'il est vraiment encore actif, qu'il convoque même une réunion avec les leaders associatifs, les leaders politiques, qu'on ait une discussion avec lui pour que nous disions que même voici, je suis encore là. Qu'il nous rassure. Moi j'ai besoin que le président Biya me rassure qu'il est encore là. Sérieusement. Non, je vais pas. Le 20 mai, vous allez le voir. Non. Je vous dis, le président ne peut pas se réduire à des sorties sporadiques le 31 décembre, le 20 mai. Non, c'est pas comme ça un président de la République. On a plein de problèmes. Dans quel pays vous avez dans le monde, vous avez une crise comme la crise anglophone, dans la zone anglophone, qui dure 7 ans, le président n'a jamais mis les pieds là-bas. Vous avez déjà vu ça où? Officiellement. Oui. Voilà. Vous avez déjà vu ça où? C'est un problème quand même. Alors vous gardez la parole, on va embrayer sur le deuxième thème sans transition. Le président n'a jamais rencontré le patron des patrons. Nous sommes dans la même logique, le droit de l'homme, on va peut-être relâcher aux droits humains. On va aborder les questions de respect et de protection des droits de l'homme universel, l'égalité des chances et non-discrimination, la liberté d'expression et la liberté de la presse, l'accès à la justice et l'équité devant la loi, la protection contre la torture et les traitements humains, respect des droits socio-économiques et culturels et lutte contre l'esclavage moderne et la traite des êtres humains, Philippe Nanga. C'est bien. Nous avons justement rendu public notre rapport annuel concernant les violations des droits de l'homme au Cameroun. Et dans ce rapport, on voit bien qu'il y a près de 2000 situations de violations que nous avons recensées en 2023. Nous avons recensé près de 600 meurtres sur l'ensemble du territoire national, dont 403 seulement pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et près d'une centaine de nos soldats tués dans ces deux régions en crise et à l'extrême nord. Les cas d'arrestation et détention arbitraire, nous avons dénombré près de 1000 personnes arrêtées et détenues arbitrairement. Sur l'ensemble du territoire? Sur l'ensemble du territoire, donc un peu plus de 600, près de 700 seulement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les interdictions de réunions et de manifestations, une quinzaine d'interdictions que nous avons recensées, sachant qu'il y en a qui nous échappent certainement. Nous avons mis en avant un certain nombre de problèmes graves. Les conditions de détention. Vous savez, nous avons une avocate, M. Yakounte, à qui je rends hommage, qui fait un boulot énorme dans les prisons et qui découvre souvent que nous avons des malades mentaux qui sont détenus et qui ne sont suivis par personne. Et il y en a un bon nombre là-bas actuellement, dans la prison de New Bell, qui sont là
détenus alors que c'est des malades mentaux qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font là-bas. Nous avons mis en avant les conditions de détention dans les unités de police et de gendarmerie. Vous savez que dans nos unités, ce qu'on appelle les cellules, il n'est pas prévu des moyens de couchage et de nutrition. Ça veut dire si on vous prend, quand on vous met dans une cellule, si vous y passez 48 heures, c'est 48 heures debout. Vous savez ça? C'est grave. Il n'y a même pas un banc pour que les gens à l'intérieur de la cellule puissent s'asseoir. Vous restez debout. Si on renouvelle, si vous passez 4 jours, c'est 4 jours debout. Et il n'est pas prévu, le commissariat n'est pas doté de moyens pour prendre en charge la nutrition des personnes qui sont en cellule. C'est-à-dire, si on vous a pris au quartier, on vous a amené là-bas, les parents ne sont pas au courant, vous mourrez, vous crevez de faim s'il n'y a personne pour vous aider avec un bout de pain. Je ne veux pas parler de si vous avez un bobo, un palu, vous crevez là-bas. Vous crevez là-bas. Et ça, c'est grave. Et on a aussi dénombré encore des cas de torture qui ont débouché sur mort d'homme dans les unités de gendarmerie et de police. Nous avons des cas que nous suivons, ça devient un peu récurrent, des gens qu'on torture dans les unités de police et qui débouchent sur qui finalement trouvent la mort. La corruption, pareil dans les unités de police et de gendarmerie, il y en a énormément. Et même dans les sous-préfectures, on a commencé à documenter beaucoup de cas de corruption dans ces administrations publiques et qui sont des violations graves, n'est-ce pas, des droits des citoyens. On a suivi un cas très récemment dans une sous-préfecture, ici à Douala 5, on va dire, où le procès verbal d'une réunion familiale, on demande à des gens de payer 50 000 francs. C'est gratuit ce document. C'est gratuit, on demande de payer 50 000 et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y a beaucoup de cas que nous avons documentés de violations des droits de l'homme dans notre pays. Et là aussi, qui montre qu'il y a un gros souci. Un gros souci, que ce soit les libertés publiques, que ce soit les conditions de détention, que ce soit le respect même de la loi. Vous savez que le Code de procédure pénale protège quand même les Camerounais contre les gardes à vue, parce qu'avant, c'était... Mais le Code dit que si vous avez un domicile connu, machin, tout ça, on n'a pas... Mais on continue à arrêter des gens, à les garder. Nos prisons sont étouffées parce que comment on appelle ça, les prévenus, n'est-ce pas, sont largement plus nombreux que les prisonniers. Donc, ce sont des soucis. Il n'y a toujours pas, n'est-ce pas, de toilettes, n'est-ce pas, dans nos prisons, où les gens continuent à évacuer les selles avec les seaux, avec les mains. Donc, ça, c'est quand même des faits dans notre pays en 2024. C'est grave. Donc, quand on sait que notre pays a quand même s'est engagé en ratifiant un certain nombre d'instruments internationaux, vous savez que pour améliorer même, c'est ça qui moi, me choque, mais pour améliorer les conditions de transport des prisonniers, il fallait qu'on reçoive des dons des Européens pour construire les palais de justice et tout ça. Ce sont des financements étrangers, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, ça veut dire qu'on ne trouve même pas l'argent pour garantir les vies humaines. C'est pour ça que je disais, notre pays n'est pas un pays normal, parce qu'un minimum dans un pays normal, c'est qu'on garantisse les vies humaines. Parce que si tout le monde est mort, le président va gouverner qui? Donc, il doit préserver au moins les vies humaines. Mais quand vous voyez que, tel que nous sommes gouvernés, eh bien, les gens, ils s'en fichent éperdument des vies humaines. Et ça se voit partout où vous pouvez aller, ça se voit dans la rue, ça se voit dans les hôpitaux. On a eu des cas où nous avons saisi le directeur de la Quintini parce qu'il y avait des gens séquestrés là-bas, des indigents qui n'avaient pas payé d'argent. Ils ont passé 1 mois là-bas, détenus comme des prisonniers, parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour payer les factures qui s'élevaient à des centaines de mille francs. Et je me suis entendu dire une fois par le directeur qui me disait, nous, on n'a pas de budget. Alors si tout le monde, les indigents, ils viennent ici, ok, d'accord. Le ministre dit, il ne faut pas retenir des indigents. Mais nous, on n'a pas l'argent. On a utilisé les remèdes, on a utilisé machin. Mais après, je dis au directeur, mais attendez, vous faites quoi de cet indigent? Il devient un prisonnier. Je ne vais pas parler des cas des prisonniers parce que vous allez, c'est pareil aussi à la prison, le système de santé là-bas est catastrophique. Vous avez un médecin qui n'a pas de moyens, qui n'a même pas seulement la salle de soins est exécrable, les médicaments, il n'en a pas. Et donc, du coup, même si vous avez un petit palu, on va vous transporter pour vous emmener à l'hôpital. Et quand vous arrivez à l'hôpital,
pour s'assurer que vous n'allez pas vous échapper, vous vous retrouvez enchaîné sur un lit. Ce sont des maltraitances, n'est-ce pas, qui sont insupportables. Simplement parce que le système de gouvernance est tel que on ne peut que vivre dans les violations des droits de l'homme. Donc je ne veux pas parler des choses comme l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à l'école. Aujourd'hui, vous savez que pour que votre enfant aille à l'école, vous devez être quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Chaque année, la scolarité augmente. C'est comme si on n'a pas un pays qui régule quoi que ce soit. Chaque année. Bon, alors, Il n'y a personne pour dire, mais attendez, monsieur, vous ne pouvez pas chaque année augmenter les frais de scolarité. Sans augmenter pour autant les salaires des enseignants. C'est ça. On a souvent assisté à un reporter, évidemment, de libération des personnes. Oui, ça, je le sais. Je sais qu'il le fait souvent. C'est pour ça que je dis qu'à un moment, il s'est défendu en disant « Moi, je vais bien, mais je n'ai pas des moyens du tout. Si tout le monde, après, si il y a 50 indigents, il y a des produits et tout ça. » Voilà. C'est genre, oui. Monsieur Dipita Tongo, je un tableau pour suis lequel très embêté Parfois, parce c'est que... dur. Non, c'est pas dur. Il dit des choses vraies. Mais en le disant, il dit comme si rien en retour n'est fait, monsieur Nanga. Soyez quand même prudent. Quand vous passez le temps à peindre le Cameroun Mais c'est pas un peinture, puisque vous dites qu'il dit des choses vraies. Attendez, Je vous laisse pendant que dans les hôpitaux, on n'arrive pas à soigner gratuitement des indigents, mais dans le même hôpital, on met des outils beaucoup plus de pointe. On met des scanners, on met des équipements pour des dialyses. Pour ceux qui ont les moyens. À la portée de qui? Non, attendez, il y a des opérations de dialyse ici qui sont gratuites. Ah bon? Oui, des Dans quel hémodialyses. hôpital? Je dis oui. Non. Je dis oui. Je vous dis que c'est subventionné. Ah. Oui, mais subventionné, ça veut C'est pas dire que c'est gratuit. subventionné. Monsieur Nanga, vous ne voyez jamais rien. Je comprends que vous avez la déformation du travail. Parce que vous êtes un sapeur-pompier. Lorsque quelqu'un a marché sans autorisation, on a cassé son pied. Oh, je m'en vais au rédac. Oh, je m'en vais à un monde à venir. C'est vous qu'on appelle. Donc, en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que oui, ce que vous dites existe. Les cellules aujourd'hui, que ce soit au groupement, que ce soit au commissariat central, manquent encore quand même d'infrastructures. Ça, c'est reconnu, c'est sûr. Je pense que le ministre de la Justice, à un moment donné, s'est penché sur ces questions, le ministre Laurent Hissot, et qu'il fallait que les conditions de détention des prévenus soient quand même améliorées. Moi, je veux vous dire quelque chose de fondamental en ce qui me concerne. Le Cameroun a ratifié certaines chartes concernant les droits, libertés et associations des personnes. Et je pense qu'au Cameroun aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils suivent le canevas réglementaire prévu par la loi, ont le droit de se réunir, de se retrouver et de discuter de plusieurs sujets. Les médias sont autorisés au Cameroun, il y en a plus de 400, presque 1000, que ce soit la télé, la radio, la presse écrite, reçoivent même des subventions, c'est-à-dire encouragées par les pouvoirs publics. Peut-être pas toutes, hein, monsieur Dipita Tongo, mais il y a des radios et télé qui reçoivent des subventions. Eux aussi, ils vont dire que ce qu'on leur donne, c'est des capiers, c'est pas grand-chose. Mais cet argent-là, c'est l'argent du peuple qu'on leur donne quand même. Donc, il faut contextualiser les choses. Le Cameroun n'est pas encore un État riche, mais il fait déjà face à une certaine foudre sécuritaire, où il dépense d'énormes sommes qu'il aurait dû dépenser ailleurs. Tu sais à qui il faut expliquer ça? Donc, c'est à ceux qui sont à Koningui, tes camarades de parti. Non. C'est eux qui devraient savoir qu'on ne pille pas autant en milliards dans un pays pauvre et très endetté. Je comprends, Charles, je comprends. Tout ce que je veux donc dire, que face donc à cela, un pays qui peine à réunir ses 7 000 milliards annuels, il faut bien... On a parlé de gouvernance et de gestion, de gouvernance tout à l'heure. Hein? Je pense que tout cela concourt, n'est-ce pas, au maintien des libertés publiques et comment dirais-je, de l'émanation d'une démocratie. Quand on a des moyens, on a des infrastructures telles que Philippe le disait tout à l'heure. Les prisons sont construites,
les toilettes sont construites et je pense que les équipements nécessaires pour le traitement de certains dossiers judiciaires, parce que lorsque vous arrivez, il y a des commissariats où on vous demande vous-même le papier, hein, on vous demande des équipements pour faire votre propre déposition. En fait, moi, je pense tout simplement qu'en matière de liberté et du respect des droits et libertés, nous avons encore beaucoup à faire. Parce que lorsqu'on voit des images comme celles des malvoyants tabassés à Yaoundé, qu'on enlève la poste centrale, on va les laisser à Ikoumdoum hors de l'avion, on demande de rentrer chez lui, on a pris son bâton, il ne sait même pas comment rentrer. Donc, il y a des cas de maltraitance comme ça, mais comme je le disais tantôt, M. Nanga, il faut quand même tenir compte que nous avons certains fonctionnaires véreux, excessifs, qui pensent peut-être qu'en ayant trop de zèle, ça va assurer leur carrière. Parce que ceux qui les envoient sont ceux qui déterminent leur avancement. Et si ce n'est pas systématisé, si ce n'est pas le système, pourquoi ces fonctionnaires-là, vous ne les identifiez pas et vous ne les mettez pas à l'écart? Je pense qu'en ce qui concerne la police, et je dirais même aussi la gendarmerie, le ministre, le directeur général, le délégué général à la Sûreté nationale, quand vous suivez l'émission Honneur et fidélité au poste national, sort des sanctions toutes les semaines. Et en plus, il y a un numéro vert. C'est aux victimes, au-delà d'aller voir des associations des droits de l'homme, comme celle de M. Nanga, d'appeler, il y a des numéros verts. Il parle des exactions. Je vous dis que même dans un cas de transport, vous arrivez en Bankoumou, en entrant à Yaoundé, on trouve que vous avez une carte d'identité qui pose un petit problème. On vous garde. C'est des abus, c'est des excès. Et on vous garde dans des conditions où vous ne pouvez même pas passer un coup de fil pour dire que là où j'arrivais, je n'arriverai pas parce que j'ai eu un micro. Le Cameroun n'est pas encore assez procédurier parce que je suis entièrement d'accord avec toi, ce numéro vert, quoi qu'on en dise, ça marche. Il marche. Il met le 1500. Voilà. 1500, on essaye de mettre des outils, mais je vous dis que tout est perfectible. Moi, le tableau qu'a peint M. Nanga, moi, ça me fait froid au dos. Je me demande si c'est dans le même Cameroun que je vis. Parce qu'il n'y a pas longtemps, le ministre de la Santé était à Maroua ou à Garoua, donner du matériel, faire même pas un don, inaugurer des scanners de très haut niveau, des ambulances de type A, B, quand même de grande qualité pour permettre aux Camerounais, aux citoyens lambda, de pouvoir... Moi, aux citoyens lambda, aux citoyens qui ont beaucoup d'argent. Non. Lorsque vous faites un accident sur l'axe lourd aujourd'hui ou dans tout, on ne vous évacue pas en tenant compte. On vous évacue d'abord, on vous amène à l'hôpital et c'est à partir de l'hôpital, quand on vous a déjà réceptionné, en vous administrant les premiers soins, qu'on essaye de vous demander est-ce qu'il y a quelqu'un à saisir. Mais au moins, déjà, il y a une prise en charge. Et le Cameroun travaille pour la mise en place de l'assurance. Charles. Universelle. Avant peut-être de prendre Charles Dicam, je vais lire ce message de votre camarade. Hein. Il va vraiment qui nous suit, à qui nous disons bonsoir. Et je crois qu'il essaye de reprendre un peu, alors venir à la suite de Philippe Nanga. Un autre problème de notre pays, c'est le manque de sincérité des acteurs de la société civile. Quand le docteur, je cite le docteur Kamgar, sur le plateau parle, il reconnaît les avancées, même s'il affirme qu'il y a des problèmes. Mais quand on écoute M. Nanga, on a l'impression que le Cameroun est un enfer. Pour un homme de la société civile, qui est censé être neutre, c'est regrettable. C'est comme s'il avait des comptes à régler. Pour finir, qu'il ne peut pas parler comme il le fait en Côte d'Ivoire s'il se renseigne auprès des compatriotes qui étaient à voir la carte. Vous titillez un peu. Non, je vais en Côte d'Ivoire tout le temps. Il sait très bien que les Ivoiriens... C'est ce que je disais tantôt. Bien plus avancé que... C'est ce que je disais tantôt, que vous peignez le Cameroun d'une caricature, vraiment. Moi, je me demande ce que vous faites même là, dans ce Cameroun. Je vais vous révéler quelque chose. Mais attendez, on est là parce que c'est notre pays. On a le droit d'être là. On ne va pas fuir notre pays comme tout le monde, là, comme les gens essaient de le faire. Nous nous battons dans notre pays parce qu'on a le droit d'être ici. Douala est pourri, c'est vrai, parce qu'on a grandi, on est né ici. On a vu que Douala était une très belle ville. Même si les gens nous massacrent la ville, ce n'est pas une occasion pour nous de fuir la ville. Donc, j'ai le droit d'être ici. Même si les gens pillent notre argent, un jour, ça va s'arrêter. Et voilà. Il y en a qui ont combattu, qui ont mené le combat que nous menons aujourd'hui avant nous.
ils ne sont plus là, nous on a repris le flambeau, je vais mourir demain, d'autres vont continuer. Et pourquoi vous ne parlez pas des exactions qui sont faites au nord-ouest, au sud-ouest, que les séparatistes font? Pourquoi vous ne parlez pas de ces exactions? Pourquoi vous ne parlez pas de ce traitement à la télé, pas dans le rapport, à la télé? Je viens de dire ici qu'on a eu près de 100... parlez en profondeur de ce que vous vivez aussi là-bas. Mais je vous dis que je viens de dire ici, quand j'ai donné les chiffres, qu'on a eu près d'une centaine de nos soldats tués. Je vous garantis de quelle manière? Je vous garantis que nous produisons des rapports que nous transmettons à l'administration publique, au ministre de la Défense, au ministre de la Justice, au ministre de l'administration territoriale, et que j'ai déjà rencontré, on a déjà rencontré une fois le ministre de la Défense, et que nous avons d'ailleurs reçu un courrier du ministre de la Défense qui a pris acte de notre rapport et qui a reconnu le travail que nous faisons. Donc, nous n'allons pas céder. Les gens qui veulent, on ne va pas chanter les louanges d'un gouvernement qui massacre quand même des gens. Et ça, moi, je ne vais jamais le faire. Après, on peut nous taxer de ce qu'on veut, mais on est là pour dire la vérité. Je vous dis que quotidiennement, je reçois des gens qui viennent me voir, qui sont en souffrance. D'accord. Et je dois relayer ça. Quand on prend des personnes handicapées qui avaient leur boutique au marché, là-bas à New Bell, et qu'on casse, ils se trouvent dans la rue, vous pensez que ça, c'est normal? Merci, ça doit pas être dit? Charles Dicam. Je voudrais premièrement que mon jeune frère Yves Aboma intègre que son rôle n'est pas de parler des quelques trains qui sont à l'heure, mais des très nombreux qui sont en retard. Une fois qu'il aura compris ça, que chacun reste dans son rôle. Maintenant, pour compléter ma réponse, je vais dire que puisqu'il est très présent sur les réseaux sociaux, qu'il consulte un petit peu le challenge. Il n'y avait rien avant. Et si avec ça, il trouve qu'on vit dans le meilleur des mondes, alors je lui dis chapeau. Parce qu'on est en train de lui montrer, donc au moins ce qu'on avait, et qu'on aurait pu préserver, qu'on n'a pas pu préserver, on est allé bien en deçà. Excuse-moi, oui. Je pense qu'il s'est aussi trompé parce que le docteur, dans son développement, c'est un scientifique, il fait un très bon travail, j'apprécie d'ailleurs sa méthodologie. Il a démontré qu'il y a eu des avancées jusqu'à un moment. Et il a démontré que malheureusement, on a reculé à nouveau. Et je pense que sur ce plan, nous sommes tous d'accord. D'accord. Charles. On est également d'accord que ce ne sont pas les lois qui manquent au Cameroun. Tout à fait. Voilà. Moi, je vais m'en tenir à une seule chose qui me fait souffrir dans ma chair et pas que moi, et tous mes amis politiques. J'ai encore des dizaines d'amis politiques qui sont en prison depuis quelques années, certains pour 7 ans. Je voudrais savoir, demander à M. Biya et à ces gens, quel est le gain politique? Je voudrais savoir. Donc, moi, parler de tout le reste, je vais parler de ma paroisse. Le président Biya a dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Cameroun. Mais c'est pas parce qu'il a dit il n'est pas Dieu. Hein. Peut-être qu'il l'est chez vous. Sa parole n'est pas d'évangile. Il y a très longtemps. Hein. Sa parole n'est pas d'évangile, que je sache. Hein. Je sais que c'est un catéchiste, un fils de catéchiste, mais sa parole n'est pas d'évangile. Il a plusieurs fois menti, on a rappelé tout à l'heure. Voilà. Un président ne ment pas. Un président ne ment pas, il se trompe. Ou on le trompe, c'est ça? Par exemple. Ok, très bien. Voilà. Il omet. Quand on est trompé plusieurs fois, c'est à un moment donné, c'est qu'on n'est pas fait pour le mariage, on abandonne. Donc, je prêcherai pour cette paroisse-là. Je pense que nous sommes en train d'entrer dans une période très, très, très délicate, où certains jouent à se faire peur, et qu'il est des éléments qui sont maîtrisables, qu'il vaut mieux donc utiliser et maîtriser tout de suite, plutôt qu'ils ne deviennent incontrôlables par la suite. Voilà des pères et des mères de famille qui ont été privés à l'affection des leurs, simplement, parce qu'ils ont dit non à un certain nombre de choses que, par la suite, la Cour des comptes est venue, la Chambre des comptes ou la Cour des comptes est venue leur donner raison, le quotidien leur donne raison. Alors, même par pudeur, je pense qu'il est temps que ces gens rentrent chez eux. Mais, vous savez, ma plus grande peur, c'est que à un moment donné, le pardon ne soit plus possible. Parce que quand on est arrivé jusqu'à certains extrêmes, le pardon devient difficile. Et je voudrais que nous puissions nous asseoir un jour et nous pardonner les uns les autres. Mais à l'allure où ça va, si un effort n'est pas fait, si cet autisme dont font preuve nos gouvernants n'est pas, comment dirais-je, anéanti par eux-mêmes, nous allons vers des lendemains très incertains. Monsieur Dipita, vous allez me permettre un peu de ne pas embrayer dans la même direction que mes copanélistes. Je vais dire que
nous sommes dans un pays qui a effectivement des lois, dont une loi fondamentale. Et d'après notre constitution, je ne me rappelle pas de l'article, il y a une fonction qui est prépondérante dans le pouvoir exécutif, c'est la fonction de Premier ministre. Et d'après notre constitution, le Premier ministre est chargé de l'exécution des lois. Dans notre pays, nous avons beaucoup de lois qui encadrent le fonctionnement de l'administration publique et garantissent un certain nombre de droits aux citoyens. Et si au quotidien ces lois sont bafouées, je pense qu'on ne peut ne pas citer la responsabilité du Premier ministre à ce moment-là. On parle beaucoup du président de la République, alors que le Premier ministre, c'est une fonction constitutionnelle. Et ici, il faudrait qu'on comprenne que les Camerounais ont le préambule de la Constitution et le Code de procédure pénale qui énonce les principes du droit dans notre pays. Et c'est basique pour le Premier ministre de comprendre qu'en tant que garant et chargé de l'exécution des lois, ce sont les deux textes sur lesquels il devrait se baser pour pouvoir permettre à ce que les Camerounais aient le sentiment qu'ils vivent dans un pays où l'administration publique est au service du citoyen. Malheureusement, on a un président qui a une méthode de travail. Mais on ne peut pas comprendre qu'on ait un Premier ministre qui voudrait mimer la méthode de travail du président. Le président, c'est un homme des dossiers essentiellement et des bureaux. Le Premier ministre ne peut pas être un homme des dossiers et des bureaux aussi. On a besoin de l'avoir sur le terrain. Mais il faut qu'il soit sur le terrain d'abord pour comprendre comment est-ce que fonctionne l'administration publique. Parce que les fonctionnaires aussi souffrent, au même titre que les citoyens au niveau local. Les conditions de travail, vous voyez, les conditions de travail des policiers, des gendarmes, des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, des fonctionnaires de la justice, toutes ces administrations, vous voyez comment est-ce qu'elles sont délaissées, même ici à Douala, qui est censée être la capitale économique. Vous allez à Bonandia, vous voyez des délégations. Ouais, c'est ça. L'État est délabrement. Voilà. Alors on se dit, mais si l'État néglige autant ses propres agents, à plus forte raison, le peuple. Ouais. Or, le Premier ministre, son travail, c'est de veiller à ce que, justement, il n'en soit pas ainsi. Il voudrait peut-être s'abandonner à la logique du régime politique, qui voudrait que le président de la République soit le maître d'orchestre, le président qui doit demander d'aller pour qu'il aille. Mais non, quand on est un homme de ce niveau de responsabilité, on a le devoir, c'est un devoir vis-à-vis du peuple et vis-à-vis de l'histoire du pays, de devoir agir pour faire en sorte que les populations aient le sentiment que l'administration publique contribue, même si elle n'y parvient pas, contribue quand même à améliorer leurs conditions de vie. Et ça passe d'abord par l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires au quotidien. Et ça, c'est la responsabilité du Premier ministre, puisque c'est lui qui est responsable de l'application des lois. Donc, je pense que si on voit les choses dans cet angle et que les Camerounais commencent à être un peu plus exigeants avec cette fonction, elle pourrait s'émanciper des considérations qui sont des considérations purement liées à la conjoncture du régime politique. Mais dans le système, justement, quelle est sa marge de manœuvre? Quelles sont ses possibilités? Y a-t-il des moyens d'épanouissement? La question à tout le monde, c'est une question de sortie. Il peut se démettre. Ça me rappelle un ministre qui se posait la question chez nos confrères de Canal 2, démissionner. Moi le Premier ministre est nommé par un décret. Le Premier ministre est nommé par un décret, peut-être ainsi que les autres membres du gouvernement. Et pour qu'un Premier ministre démissionne, il faut quand même qu'il y ait un cahier de charges auquel il estime qu'il n'a pas pu atteindre les objectifs et qu'il démissionne, ou alors qu'il ait un bulletin de santé qui ne lui permette peut-être pas
Il y a beaucoup de d'exercer choses ses qu'il n'a pas fonctions. pu, là, non? Vous ne pensez pas que la liste est déjà assez longue? Vous parlez de notre Premier ministre? Oui, non, enfin oui, celui de votre gouvernement. Non, le Premier ministre camerounais travaille, il est au travail. Ah, ok. Je pense qu'il n'y a Il pas est au longtemps... travail ou Non, il travaille? il travaille. Il n'y a pas longtemps, dans le discours à la jeunesse du président de la République concernant le football camerounais, a dit qu'il a instruit au gouvernement de prendre un certain nombre de mesures, et c'est fait, c'est en train d'être fait. En ce qui concerne le Premier ministre John Gouté, je peux vous dire que tous les jours, il est au cabinet, tous les jours, et il reçoit du monde. Je crois que le Premier ministre s'est accommodé au système. Le système de gouvernance du Cameroun voudrait que si vous avez été nommé, vous devez suivre le rythme de tout le système. Si vous allez plus vite, vous êtes contre le système. Et évidemment, notre système de gouvernance fonctionne comme une mafia. Dans une mafia, on ne démissionne pas. Vous restez là. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des grands-papas, des grands-parents qui n'ont même plus de force de marcher, mais qui sont toujours là. Parce que dans la mafia... Vous avez des DG qui ont démissionné. C'est qui le veut. Oui, il y a des DG qui ont démissionné. Je peux en citer quelques-uns si vous voulez. C'est pour ça que je dis que dans une mafia, quand vous démissionnez, vous savez ce qui vous attend. On vous écrase. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est pour ça que les gens, ils ont peur, ils ont la trouille. La plupart des gens qui ont démissionné du gouvernement et qui étaient, n'est-ce pas, attachés tout au moins au parti au pouvoir, il y a eu des conséquences. Donc personne ne veut prendre le risque. Et moi, ce Premier ministre, je pense qu'il a compris que il vaut mieux qu'il reste tranquille. Le jour où on ne voudra plus de lui, on va l'enlever et il va rentrer au village tranquillement. Parce que des fois, il a essayé de descendre sur le terrain. Mais après, vous avez vu que une fois, il s'est fait, j'ai envie de dire, en guillemets, ridiculisé. Et avant le grand dialogue, oui, il a fait une sortie. Il a dit que tous les sujets étaient discutables. Et vous avez un ministre qui est venu corriger en disant, c'est pas vrai, ça va passer comme ça. Et ça s'est passé comme le ministre avait dit. Donc vous comprenez, dans ces conditions-là, si vous êtes Premier ministre, vous vous dites quand même, désormais, je ferai attention. Le Premier ministre, donc, ses fonctions, du moins ses attributions, sont contenues dans l'article 10 de notre Constitution. Et l'article 12, les énumérations, mais l'article 10, elle, parle de la nomination du procédé d'accès à cette fonction. Merci, cher monsieur, d'être venu à la réflexion de ce soir. On avait deux thèmes. Merci, monsieur. On espère qu'on a pu, évidemment, satisfaire les attentes de nos téléspectateurs. Merci à vous à la maison également d'avoir regardé cette autre édition de Cartes sur table. Bonsoir et à mardi prochain.